Moi, je suis tombé dans l'introspection et en fait, Richard Esco, qui est un journaliste à l'équipe, qui est un de mes Merlin l'Enchanteur et un mec qui m'a révélé à moi-même, il m'a dit, écoute, tu as été dans le paraître pendant 27 ans, il va falloir que tu ailles découvrir qui tu es à l'intérieur. Il m'a tendu un bouquin de philosophie. Donc moi, je suis pas tombé dans la coke, dans l'alcool, dans la clope et dans le cul. Je suis tombé dans la philosophie, la psychologie, la psychanalyse et la mythologie. Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes qui discutent avec des sportifs professionnels pour comprendre leurs routines et leurs habitudes qui les font rester au top et qui interrogent des patients au parcours extraordinaire. Donc aujourd'hui, on est avec Raphaël Poulain en direct de Paris, on s'est encore délocalisé et on est avec quelqu'un qui ne rentre pas vraiment dans les catégories que je viens de vous citer. Donc Raphaël est ancien rugbyman du Stade Français, que vous connaissez peut-être grâce à son livre que j'ai lu, adoré, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qui s'appelle « Quand j'étais Superman ». Donc parcours extrêmement intéressant, il peut rentrer aussi dans la case des patients aux histoires extraordinaires, vous verrez. Donc épisode extrêmement intéressant, je ne vous cache pas que c'est l'épisode que j'ai préféré tourner, c'est celui qui m'a mis la plus grosse claque, c'est celui qui m'a le plus chamboulé émotionnellement si vous voulez, et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Donc avant de retrouver Raphaël, petit message pour tous ceux qui me suivent sur Instagram. Petit à petit, je vais probablement quitter ce réseau que je trouve de moins en moins pertinent, de plus en plus superficiel. Donc j'ai créé une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site etiennebulidon.com et dans laquelle vous trouverez toutes mes réflexions, je vous partagerai mes recherches, des choses beaucoup plus profondes que ce qu'on peut voir sur des posts Instagram dans lesquels on est limité en nombre de caractères. Voilà pour le petit message. Alors, pour ce podcast, petit conseil, installez-vous dans un fauteuil, essayez de ne pas faire trop de choses en même temps. Je sais que c'est le principe du podcast, pouvoir faire d'autres choses pendant qu'on écoute, mais là, je crois que ça vaut le coup de se poser, d'écouter et de laisser son cerveau travailler après tout ce que vous allez entendre. Bonne écoute et à très bientôt. On retrouve Raphaël Poulain tout de suite. Salut Raphaël. Salut Étienne. Bon, ça va? Bien installé dans ton fauteuil? Nickel, je suis bien, il fait un peu chaud, mais écoute, je suis plutôt très content d'être là avec toi. Tu m'as bien briefé, donc je vais essayer de pas trop dire de conneries. Et en tout cas, je serai le plus sincère possible. Merci. Donc avant de commencer, je suis désolé, il y a des gens, tu l'as déjà répété plein de fois, mais il y a des gens qui ne vont pas te connaître. Est-ce que tu peux raconter ton histoire rapidement, qu'on comprenne le contexte? Mon histoire, je suis originaire de Picardie, où j'ai vécu pendant 18 ans. Passionné de super-héros depuis tout petit, et arrivé à Paris à 18 ans et 1 mois pour jouer au rugby. J'étais pas passionné par ce sport. J'aime ce sport, j'adore ce sport, mais j'étais pas passionné. Et il s'avère qu'un an plus tard, en fait, je joue une finale des Réchelles, c'est la catégorie phare des juniors en France pour le rugby. Bernard Laporte est dans les tribunes et il dit, ce mec-là a un mental d'enfer, un physique d'acier, on va lui faire signer un contrat pro. Et j'ai été pro à 19 ans au Stade Français à Paris, et ça a duré 6 ans. J'ai été pro pendant 6 années. J'ai gagné 3 titres de champion de France, 2 finales de Coupe d'Europe. Je fais 5 fois les calendriers. Ça, c'est pour le paraître. Mais dans l'être, en fait, il s'avère que je n'ai pas joué une seule finale du club. Et puis j'ai arrêté ma carrière en 2005. 2005-2007, je fais du théâtre et du cinéma. C'était mon rêve de gosse. Je reviens au Racing, donc ce qui est l'autre club francilien, où je fais 1 année et 8 petites déchirures. Je fais pas un match. Et puis en 2008, je me plonge à âme perdue dans la philosophie, la psychologie, la psychanalyse pendant 5 ans. Et je deviens con dogmatique. Burn-out en 2013, sortie du burn-out en 2014. Je renais, je reconquiers ma femme. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, je vais bien. Simplement, le frigo est plein, les enfants vont bien. Donc je suis quelqu'un d'heureux, assez simplement. Voilà, pour le brief. Ouais, c'est super. Et tu viens d'être papa il y a 3 semaines, c'est ça? Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Un petit Léo il y a 3 ans et un petit Elliot, mini Elliot, qui est arrivé le 15 avril. Et grand moment de bonheur. Ouais. Ok, génial. Du coup, on va reprendre un peu à la base, enfin pas la toute base non plus, mais tu racontes dans ton livre, alors pour ceux qui écoutent, Raphaël a écrit un livre qui s'appelle « Quand j'étais Superman », que j'ai lu, que j'ai aimé, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en face de Raphaël. Et donc tu racontes dans ce livre que tu arrives au Stade Français à 18-19 ans, et que 3 ans avant, tu étais dans les champs de betteraves pour gagner de l'argent, essayer
de te payer tes vacances, quoi. Puis tu arrives au Stade Français, tu gagnes de l'argent. Comment ça se passe, la transition? Très, 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 très rapidement et très, très bizarrement, oui. Comme tu le dis, j'ai enlevé des betteraves montées dans les champs pour m'acheter un casque de mobilette en 96. Et 98, je passe mon bac, le Stade Français m'appelle, je fais des détections à Jean-Bouin, donc l'ancien Jean-Bouin. Il y a mon père qui est là et mon meilleur ami. L'entraîneur vient me voir à la fin de l'entraînement et il me dit, écoute, il faut que tu passes ton bac d'abord parce qu'on ne te prendra pas sans le bac. Bon, je rentre dans les vestiaires, un peu paniqué et super motivé surtout parce que Paris me fait rêver. Pour moi, c'est la Tour Eiffel, c'est le salon de la maquette et les tournois des 5 Nations au Parc des Princes, qui est un stade qui est juste à côté de là où je m'entraîne justement ce jour-là. Et en fait, l'entraîneur va voir mon père et mon meilleur ami et il dit, mais on le prend avec ou sans le bac, il est énorme, on n'a jamais vu ça, il fait 92 kilos, il va à 10 000, il a pété 2 clavicules, donc on le prend avec ou sans le bac. Donc je remonte dans l'espace de mon père, direction Picardie, pour réviser mon bac. Et en fait, mon meilleur ami me glisse à l'oreille, ils te prennent avec ou sans le bac. Donc j'ai plus rien branlé pendant 15 jours. J'ai eu mon bac et je débarque en septembre 98 à La Défense, dans un petit appart de 14 mètres carrés. Et un an plus tard, je suis rugbyman professionnel. Donc tout va très très vite. Je suis très très fort physiquement, mais techniquement, j'ai pas les bases. Donc je suis lancé à corps perdu dans le rugby pro. Bernard Laporte me dit qu'avec 100 kilos, je serai le meilleur. Donc, en un an, je prends 8 kilos de muscle sans me doper. Donc, de 98 à 99, sans me doper. Et j'arrive septembre 99. Je remplace en fait Christophe Dominici qui est parti en Coupe du Monde. Et je suis à l'aile du Stade Français. Et je touche 10 000 francs à l'époque, ce qui est assez gaillard. Et j'ai mon petit appartement. Et je viens d'avoir 19 ans. Petit appartement en face de La Défense, alors c'est ça que tu l'écris dans le livre? Ou ça change de la campagne picarde? T'imagines, mais je pense que c'est ce qu'on appelle l'individualisation. C'est le moment où le conte de fées démarre. Tu pars de chez tes parents, tu découvres Paris, tu découvres le monde, tu découvres les carbonara, tu découvres les pizzas et tu découvres ce petit appartement avec un mur vert Espérance de 14 mètres carrés à vue sur l'arche de la Défense, un cimetière, une autoroute et une fac où je vais pas. Alors que pendant 18 ans, je me levais, j'avais mon marronnier centenaire, j'avais mon jardin potager, j'avais le clocher que je vois encore là. Si je ferme les yeux, le clocher avec ma petite école communale, voilà, tu as une espèce de rituel pendant 18 ans. Et puis, à 18 ans et un mois, tu te retrouves au milieu de la capitale du monde occidental avec ses 3 millions de carnassiers. Et toi, tu es un petit puceau picard. Moi, je n'étais plus puceau à l'époque, mais si, c'est ça, c'est un gamin débarquant de Picardie, quoi. Un village de 700 pélos. Et du jour au lendemain, tu te retrouves dans la capitale soi-disant, du monde occidental. Ça a été un choc, un vrai choc psychologique, ouais. Ouais, et du coup, ouais, c'est vrai que t'es plus puceau, t'en parles dans le livre de cet épisode de 5 minutes au fond du jardin, Ouais. mais on va pas en parler, c'est pas le sujet. Mais si, mais si tu on ne en veux pas parle. en parler, mais si, parce Allez. que tu sais, dans le livre et des conférences que je fais aujourd'hui, c'est une vraie volonté de désacraliser un petit peu le masculin qu'on nous a vendu depuis tout petit. Tu vois, Étienne, t'as 30 ans, j'en ai 39 bientôt. Qu'est-ce qu'on nous a vendu depuis tout petit? Être le plus grand, le plus fort. Moi, j'ai été pas élevé au porno, mais j'ai été élevé au porno aussi, en VHS, avec Canal+. J'ai pas eu d'éducation sexuelle, donc je suis élevé à ça, je suis élevé à la performance. Et en fait, ce que je raconte dans le bouquin, et je le dis aussi en conférence, c'est que à 15 ans, je me fais dépuceler dans le fond de mon jardin en 5 minutes chrono, complètement bourré à 6h du matin. Et dans le rugby pendant des années, pour montrer que j'avais été grand et que j'avais été fort, j'ai raconté que j'avais mis une demi-heure, que j'avais régalé la convive de toutes les positions, alors qu'en 5 minutes, j'avais balancé la purée avec une mimole de fin de soirée. Donc, ce que j'aime bien, c'est pas de me foutre de la gueule du système dans lequel on m'a mis, mais c'est de me foutre de moi-même aussi, de l'homme que je suis devenu, de la caricature d'homme que je suis devenu à travers le rugby. Et cette anecdote, elle fait partie aussi de ma vie parce qu'on m'a vendu une performance physique à travers le cul, à travers la muscu, à travers la préparation physique. Mais en fait, c'est un putain de cliché qui en fait t'empêche, je dirais, de vivre tes émotions, de vivre des échecs, de vivre l'aveu de faiblesse. Et donc si, elle est importante cette anecdote. Ok, ouais. Non, c'est vrai qu'elle est importante, surtout quand on entend de quelqu'un comme toi qui voilà, physiquement et puis d'un point de vue charisme, tu t'en imposes. Et puis quand tu racontes ça, c'est vrai que c'est cool parce que je pense que tous les mecs qui vont écouter vont comment dire, connecter avec l'expérience de la mimole en fin de soirée où tu tiens en 5 minutes ou alors tu tiens pas du tout et qu'il y a une réalité et qu'il faut pas croire que... Il faut pas croire, sauf que comme tu le dis, moi aujourd'hui, mon physique je l'assume, la gueule que j'ai je l'assume, j'ai du charisme je l'assume, sauf que je l'ai pas assumé pendant 35 ans, je dirais 35 ou 36 ans. Je l'ai pas assumé, je jouais des rôles trop grands pour moi, j'étais un gamin dans un corps de grand, sauf que, et on fait tous ça, nous les hommes, on rentre dans des clichés, dans des espèces de clichés masculins d'être le plus grand, le plus fort. C'est pour ça que je racontais au début de notre entretien, que j'ai fait 5 fois les calendriers, quoi, alors que je suis quelqu'un d'hyper pudique. Mais pour appartenir au groupe des forts, pour appartenir à ceux qui tiennent le flingue et pas ceux qui creusent,
ben, j'ai été une caricature de moi-même, à essayer de vendre un fantasme, alors que la réalité, c'est qu'on est tous humains et voilà, on chie comme tout le monde, sauf qu'il y a des moments où ben, il arrive de péter plus haut que son cul pour essayer de bien se faire voir, quoi. Et on le fait tous. Et donc, c'est ce que tu as fait quand tu es arrivé. Déjà, sportivement, quand tu arrives à Paris, est-ce que tu confirmes le potentiel que Bernard Laporte voit en toi, etc. Comment ça se passe les premières années de rugby? Ah ouais, tout va très vite. Je me souviens d'un premier match à Grenoble, mon premier match télévisé sur Canal+, où je suis élu homme du match. Donc on m'attendait pas à ce niveau-là, on m'attendait pas. Enfin, je fais partie de la première génération des gabarits de plus de 100 kilos à l'aile. T'avais Aurélien Rougerie, il y avait Yaya Larguet, un pote, et il y avait moi, et on faisait 99, 100 kilos, et on allait très très vite. Sauf qu'eux avaient la technique, et moi, j'avais pas la technique. Mais j'étais au Stade Français, le Stade Français aussi se découvrait professionnel. Le Stade Français, c'était le début des années glorieuses du Stade Français. J'arrive en 98, le Stade Français vient d'être champion. Je suis champion de France-Réchelle et en 99, je signe mon contrat pro et on est champion de France directement en 2000. Donc tout va super vite. Et en fait, les espoirs que l'on fonde sur moi sont légitimes parce que j'ai une place au sein de l'effectif professionnel du stade. Sauf que tout va très vite et trop vite. Le fait de prendre 8 kilos de muscle en un an sans te doper est une connerie phénoménale parce que au bout de 6 matchs très très bons, selon les dires des journaux et de Bernard Laporte, ben, au bout de 6 matchs, je me pète une épaule. Et au bout de 6 mois, je reviens de mes rééducations et je me pète l'autre épaule. Et en fait, la machine s'enraye très rapidement. Et moi, je m'accroche à ce physique parce que je crois en ma figure tutélaire qui est Bernard Laporte, qui n'est plus mon père, mais qui est Bernard Laporte, mon entraîneur, qui m'a dit qu'avec 100 kilos, je serais le meilleur. Donc pour moi, je me fous sous les barres de muscu, il faut que je fasse absolument 100 kilos. Ce qui est une énorme connerie parce que je pense aujourd'hui, avec la maturité et le recul, qu'à 95 kilos, j'aurais été bien meilleur. Et tu penses que c'est le fait d'avoir pris trop de muscles, d'avoir été trop puissant, peut-être avec des muscles plus puissants que ce que ton squelette est un peu... moi, j'ai l'anecdote de là où tu te pètes l'humérus quand tu fais un bras de fer à HEC. Donc pour ceux qui écoutent, c'est que tu vas faire un bras de fer avec un mec pour faire gagner je sais pas quoi si quelqu'un te bat. Et il s'avère qu'en faisant le bras de fer, ton humérus pète. Et après, le chirurgien t'explique que tu as des muscles de taureau sur un corps d'humain. Et ça, tu penses que c'est un peu ça qui a fait que tu t'es blessé? C'est que tu t'es chargé en muscu? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a un facteur qui est essentiel, ce que j'appelle la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est la motivation adolescente. C'est une motivation qu'on retrouve en entreprise et dans le monde du sport. C'est qu'il faut toujours qu'on prouve inconsciemment à papa, à maman ou à la société qu'on est capable d'être fort. Donc on ne va pas chercher en nous la vraie motivation, ce qu'on appelle le flow, quand tout est bien équilibré. Non. Moi, j'étais surtout dans cette motivation-là extrinsèque à vouloir prouver que j'étais capable d'être grand, d'être fort, de prouver à mes parents, donc de porter mes parents, de porter le monde. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Quand j'étais Superman. C'est peut-être anecdotique, mais... Et donc, j'ai formé ce corps, en fait, pour essayer d'affronter, je dirais, les démons de ma vie. Et puis dans un espèce de climat toujours plus, bah, j'ai continué à me mettre sous les barres de musculation. J'ai fait jusqu'à 160 en développé couché. Et comme tu l'as dit sur cette anecdote, il est 4h de l'après-midi à HEC. On a signé 3 autographes sur des calendriers. Et puis il y a 2 BDE qui se rencontrent. Il y en a un des deux qui dit bah, vous allez prendre un des rugbyman qui est là sur son bras faible au bras de fer et celui qui résistera le plus longtemps gagnera un voyage. Donc je suis avec Jérôme Filleul, avec Brian Liebenberg, avec Benoît Auguste. Et il y a le manager du club qui est là. Les 3 joueurs refusent parce qu'on a un match contre Perpignan 3 jours plus tard. Et comme moi, je suis un peu le bouffon de la bande, bah, je monte sur scène et puis je fais 3 bras de fer. Et en fait, au bout du 4e, mon bras pète. Et en fait, comme tu le dis, on fait des radios et je me retrouve avec une poche de muscles autour de l'humérus qui s'est pas développée aussi rapidement que les muscles. Donc, je suis dans le toujours plus, je suis à 200% et je suis un adolescent en fait à ce moment-là. Et je pense que je suis responsable aujourd'hui parce que j'étais quelqu'un d'excessif et je faisais tout à 200%. Mais je pense que la responsabilité, elle est partagée avec l'encadrement du stade aussi, qui m'a toujours dit que j'étais le seul responsable, mais qui a aussi été dans une course à l'armement. Et Petit Poulain deviendra étalon. Ils m'ont poussé à devenir étalon, sauf que je suis resté un poulain, quoi. Ouais, parce que ça arrangeait quand même un peu tout le monde, le fait que tu aies une grande gueule, que tu fasses marrer tes collègues en soirée, que tu sois là, présent. C'était un rôle aussi qui convenait à l'équipe, non? Oui, mais dans toutes les équipes, il y a toujours un bouffon. Et moi, je l'accepte aujourd'hui parce que c'était mon rôle, parce que j'ai pas joué les finales, mais je sais que je pense que j'ai apporté de ce que j'étais sur le bord du terrain et aussi sur le terrain, parce que je jouais quand même la plupart du temps, je jouais les 3 quarts des matchs de mon club et je me pétais toujours avant la finale. Et dans un bus de rugbyman, c'est un petit peu comme dans la vie, il y a tout.
Tu montes dans un bus, au premier loge, tu as les managers, puis derrière, tu as l'intendant. C'est celui qui te lave le short et sans qui tu jouerais à poil. Et puis plus tu avances, plus tu as les introvertis, on va dire, les piliers, les talonneurs, les deuxièmes lignes. C'est ceux qui ferment leur gueule, mais les plus compétents. C'est-à-dire que c'est ceux qui mettent la tête là où tu ne mettrais pas les mains. Et plus tu avances vers le fond du bus, plus il y a les extravertis, tu vois, les petits cons. Moi, en fait, dès le début, j'étais au fond à droite. J'ai toujours été au fond, j'ai toujours fait le con, j'ai toujours fait marrer tout le monde, mais depuis tout petit. Depuis que je suis petit, depuis que j'ai 3 ans, je soulevais le canapé du salon, je foutais le chat dans le feu. J'ai toujours fait le con pour faire marrer. Mes sœurs me déguisaient en travelot à 6 ans pour faire marrer la famille. Donc j'ai toujours eu ce rôle de bouffon. Le problème, c'est que quand le masque tombe, qui est tombé, on en parlera après, mais quand mon masque est tombé en 2013, quand t'es un clown, en fait, il n'y a rien de pire qu'un clown. Le clown fait marrer tout le monde, mais quand le masque tombe, il n'y a rien de plus triste qu'un clown, en fait. Et moi, mon masque est tombé en 2013, on en parlera. Mais en attendant, là, à ce moment-là de ma vie, je suis au fond du bus, je fais marrer tout le monde, et c'est une espèce de dynamique, de surenchère, de conneries, qui m'amène à être une caricature de moi-même. Ouais, on va en parler assez vite parce que c'est, je pense, ce qu'il y a de plus intéressant, justement, ce masque qui tombe. Tu peux raconter un peu ce qui fait tomber le masque, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Il y a déjà un masque qui tombe, c'est en 2005 quand j'arrête ma carrière au Stade Français. Le 11 juin 2005, il est 23h45, on vient de perdre cette finale contre Biarritz. Et en fait, je décide d'arrêter le rugby. À 28 ans? Là, j'ai 25 ans. 25 ans. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'avais donné 6 années au stade, j'avais laissé une couille, j'ai laissé un bras, je laisse 2 épaules, des chevilles, des muscles en pagaille, tu vois, pété. Donc, je décide d'arrêter le rugby. Pourtant, il y a Clermont qui me veut pour 15 000 balles et l'appart, Perpignan qui me veut pour 15 000 et l'appart, mais je décide d'arrêter sur un coup de tête parce que... Et heureusement d'ailleurs que j'ai arrêté parce que sinon j'allais me tuer, je pense. Et là, je pars à faire du théâtre et du cinéma, mais plus en quête de lumière. Je reviens après au Racing et j'arrête définitivement ma carrière de rugbyman à 28 ans. Là, c'est quelque chose qui est assumé. Qui est assumé dans le sens où symboliquement, je dis merde à mes parents, je m'envole. Sauf que rien n'est assumé du tout, quoi. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie à ce moment-là. Et excuse-moi, je te coupe, tu dis en quête de lumière, qu'est-ce que tu appelles je suis extraverti. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de lumière. Je suis un lion. J'ai toujours voulu faire du théâtre depuis tout petit. Donc, tu sais, il y a ce qu'on appelle le profil nuance. J'avais découvert ça en coaching mental. C'est que tu as le rouge et le jaune. Tu imagines le rouge et le jaune sur ton côté droit et le vert et le bleu. Le vert et le bleu, ce serait plus l'introversion et le rouge et le jaune, l'extraversion. Et moi, en faisant ce test de ce qu'on appelle le profil nuance, c'est qu'on te pose 28 questions. Et en sortant de ces 28 questions, tu as un diagramme avec ces 4 couleurs. Le rouge, j'étais à 200%, le jaune, j'étais à 200%, le vert, j'étais à 200% et le bleu à 2%. Et en fait, le bleu qui correspond à quoi, tu dis? Alors, le rouge, c'est le sanguin. Pour moi, alors quand je fais le débriefing avec le coach me dit c'est quoi pour toi le rouge? Je dis le rouge, c'est le sanguin. Le jaune, c'est quoi? C'est la reconnaissance, 200%. Le vert, c'est la famille, 200%. Et le bleu, c'est la structure et l'autorité, 2%. Et je fais ce test-là en 2009, donc au milieu de mon introspection philosophico-psychanalytique. Je fais cette formation de coach mental en 2010, j'ai 29 ans. Et en fait, en sortant de là, je me rends compte que je suis hyper extraverti. Donc je suis hyper jaune, je suis hyper rouge, je suis sanguin. Et puis je sais pas trop où je vais à ce moment-là de ma vie. Et puis le coach, il me dit, écoute, le principe du coaching mental, c'est de t'apprendre à baisser un peu du rouge, baisser un peu du jaune, baisser un peu de vert, et puis en fait devenir indépendant, devenir responsable, donc mettre du bleu, parce que l'autorité, ça fait du bien, mais c'est l'autorité qu'il va falloir que tu t'apportes à toi-même. Chose que j'ai toujours refusée depuis tout petit. Donc je commence, grâce à cette formation de coach mental, à prendre conscience de mes blessures, à prendre conscience du pourquoi, du comment je me suis blessé. Le rapport à l'autorité, le rapport au cadre, le rapport à la structure, chose que j'ai toujours refusée. Tu peux développer ça? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là sur le rapport, le lien que tu fais entre tes blessures et ce test-là et cette réflexion du moment? En fait, c'est toute la formation de coach mental qui est hyper intéressante parce que quand j'arrête la formation, je me dis mais où vous étiez les gars quand j'avais 19-20 ans quoi. Parce que les mecs me disent déjà on va travailler ensemble pour que tu comprennes un peu que le cerveau est tout aussi important que le corps. Mais moi pendant 27 ans j'avais été que dans le corps. On m'a jamais appris à penser par moi-même. Donc cette formation de coach mental, ça rappelle à la psychologie dans notre monde occidental. Je m'explique. Le suicide dans la religion catholique n'est pas pardonné. Parce que tu penses par toi-même. Bon, certes, tu es fou, tu penses par toi-même, mais tu décides de te suicider et c'est pas Dieu qui te dit comment penser, comment réagir. Quand tu parles de psychologie, au-delà du sport, même dans le monde occidental ou en France en tout cas, les gens te disent ah mais non mais la psychologie, non mais moi ça, non c'est pas mon truc. Ça fait toujours peur la psychologie. Parce que la psychologie, comme la philosophie et la psychanalyse, t'apprend à penser par toi-même. Et à travers cette formation de coach mental, en fait, je me rends compte que je suis plus dans un rapport patriarcal judéo-chrétien
où c'est l'entraîneur qui a raison, ne voit qu'à travers l'entraîneur. Motivation extrinsèque, ne voit qu'à travers ce que tu as au-dessus de toi, tu vois. C'est Dieu, c'est le patriarche, c'est ce qu'on vit. Et j'apprends à trouver ma motivation intrinsèque grâce à cette formation de coach mental. Et en fait, je me rends compte de tout ce qu'on m'a vendu depuis tout petit. Et je commence à me désolidariser de ce que m'a vendu la société pour apprendre à penser par moi-même. Et qu'est-ce qui naît alors de ça? Quelles sont tes motivations intrinsèques? Alors à ce moment-là, je suis dans une introspection, c'est-à-dire que j'ai besoin, en fait, je dirais, de déstructurer le monde qu'on m'a vendu. Le monde occidental qu'on m'a vendu depuis tout petit. Donc le monde masculin, patriarcal, de la consommation, de la virilité, pourquoi on consomme, pourquoi on essaye toujours de se remplir de l'extérieur, parce qu'en fait on a peur de notre vie d'intérieur, qui est en fait abyssale quand il n'est pas accepté, mais quand il est accepté, devient son jardin d'Éden. En fait, Dieu, il n'est pas à l'extérieur, il est en toi, il est en moi, il est en chacun de nous, mais c'est un Dieu humain. C'est qu'on a la capacité de faire énormément de choses. Le problème avec cette capacité, c'est qu'on détruit le monde et on se détruit soi-même. Alors que toutes ces connaissances doivent t'apprendre, je dirais, à te développer humainement avec les mots compassion, altruisme, amour, loyauté, intégrité. Donc tous ces mots-là, soit tu les prends pour nourrir ton ego, auquel cas quand tu ressors de chez toi, tu dis regardez comme je pense bien, tu te prends pour Jésus, parce que dans le paraître, tu as le bon discours, mais dans l'être au quotidien, tu te comportes comme un enculé avec ta femme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Je vais très loin, mais pendant 5 ans, de 2008 à 2013, je ne me suis pas plongé dans la coke. Tu sais, les sportifs après carrière, ils tombent souvent dans des addictions et des dépressions. Moi, je suis tombé dans l'introspection et en fait, Richard Esco, qui est un journaliste à l'équipe, qui est un de mes Merlin l'Enchanteur et un mec qui m'a révélé à moi-même, il m'a dit, écoute, tu as été dans le paraître pendant 27 ans, il va falloir que tu ailles découvrir qui tu es à l'intérieur. Et ça, c'est super fort parce que il m'a tendu un bouquin de philosophie. Donc moi, je suis pas tombé dans la coke, dans l'alcool, dans la clope et dans le cul. Je suis tombé dans la philosophie, la psychologie, la psychanalyse et la mythologie pendant 5 ans. Le problème, c'est que j'étais pendant 27 ans dans le corps et là, je suis tombé pendant 5 ans dans la tête, dans le mental. Et je suis devenu con et dogmatique. Et ça aboutit au burn-out. Mais avant d'en parler, du coup, moi, ce qui m'étonnait, donc il y a aussi des conférences TED pour ceux qui écoutent où tu racontes des choses. Et je me suis demandé pourquoi. Donc déjà, d'une, tu disais tout à l'heure que ton coach mental à 28 ans te dit des choses que tu aurais aimé à 18 ans. Et en plus de ça, tu dis que le journaliste t'offre le livre de Luc Ferry qui est Apprendre à vivre, c'est ça? Et moi, je me dis, et tu racontes que tu n'as pas lu depuis le Père Goriot au lycée pour le bac. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu as foutu en fait pendant 10 ans quand tu étais en déplacement dans les bus, à l'hôtel? Pourquoi tu n'as pas lu? Parce que je me suis toujours caché derrière ce rôle de bouffon, ce rôle de... Mais en fait, depuis je dirais, depuis 97-98, j'ai toujours aimé la philosophie. Je faisais du théâtre au collège et au lycée, mais j'ai mis ma sensibilité de côté. J'ai mis tout ce mec pseudo-intelligent, voilà, qui, pour moi, c'était, je joue au rugby, c'est cool et c'est un hobby, tu vois. Je me suis jamais trop pris au sérieux par rapport à ça. Donc, et puis, je me souviens d'une interview que j'avais fait dans Rugby Star, c'était un journal en 2000. Et à la fin, c'est quelle est votre phrase de prédilection? Et je l'ai encore cet article, il y a marqué deviens ce que tu es. Et je dis ça, j'ai 20 ans. Sauf que je lis des FHM et toutes ces conneries-là d'entrevues et toutes ces rues-là, mais parce que je suis dans le moule d'un groupe de potes qui décolle le week-end et qui gagne en plus et qui est et je suis un cliché, je roule dans des bagnoles de sport, je suis un cliché de moi-même, je fais un piercing, j'ai des décolorations, je suis un proto, je suis un Blair, je suis une espèce de réussite fantasmée humaine, caricaturale d'un sportif à Paris, dans la lumière, d'un club qui casse le cul à toute la France entière du rugby. Donc tout ça, en fait, c'est une espèce de cliché. Mais ça, tu le sens pas à ce moment-là? Tu sens pas que t'es un peu déconnecté pas du tout. Non? Pas du tout. Non, je le sens pas. Ce grand écart, je ne m'en rends pas compte parce que le groupe vit bien, parce que je vis bien au milieu de ce groupe, même si c'est très difficile d'être tout le temps blessé ou d'être très souvent blessé, mais je m'en rends pas compte. Et t'as pas des moments où t'es tout seul et tu te dis putain, je suis quand même peut-être pas vraiment aligné avec qui je suis vraiment, non? Non, parce qu'on m'a pas encore éveillé à moi-même. Et c'est ça que je regrette dans le monde du sport et dans le rugby et même au collège, au lycée, à la fac. C'est des professeurs qui aiment leur matière et qui aiment leurs élèves qui nous révèlent à nous-mêmes. Et ça, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Exactement ce que tu veux dire. Tu le vois, mesdames et messieurs, vous voyez pas la tronche d'Étienne quand je lui dis ça, mais il a la banane. Parce que c'est vrai, des professeurs qui te font aimer ce que tu es à travers leur matière, c'est ça qui est génial, qui te révèlent à toi-même.
Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont fait aimer le théâtre, qui m'ont fait aimer l'histoire. Je peux te les citer. Madame Laran, Madame Van Arselaar en 4e, et tous ces professeurs-là. On les connaît, nos professeurs qui nous ont fait aimer ces matières. Richard Esco, en 2007, qui me fait aimer la philosophie. Connelly, qui est mon entraîneur en 2001, qui me dit « Mais pourquoi on t'a mis à l'aile? On va te remettre à l'arrière. Tu vas t'amuser, amuse-toi. » Tous ces professeurs qui te font aimer ce que tu es et qui te révèlent à toi-même, c'est eux qu'il faut mettre en avant. C'est pas ceux qui, c'est pas je dirais, les plus grands académiciens. Non, c'est ceux qui te font aimer des matières et qui te révèlent à toi-même. Or, à ce moment-là, dans ma carrière, il n'y a pas un mec qui me fait penser autrement qu'avec mes couilles, mon cœur et mes muscles. Et est-ce que tu aurais pu écouter le discours de ce mec-là qui t'aurait dit ça? Est-ce que toi, t'as 20 ans, t'es à Paris, t'entends un podcast avec un mec qui dit ce que t'es en train de dire, est-ce que ça va te toucher ou pas? Mais c'est là où libre à chacun de prendre ce qu'il veut sur ce qu'on se raconte là. Je sais pas si à 20 ans j'aurais été ouvert à du coaching mental, si à 20 ans j'aurais été... Mais moi, ce que j'aime dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je raconte des histoires. Je suis pas en train de dire pensez comme moi, je suis pas en train de dire il faut faire ça, que dalle. J'ai pas de conseils à donner, je supportais pas qu'on m'en donne à 18 ans. Par contre, je raconte une histoire. Tu t'identifies à mon histoire. Pourquoi? Parce que mon histoire, elle est universelle. C'est un gamin dans un corps de grand qui apprend à devenir enfant, qui apprend à devenir adolescent et qui apprend à devenir adulte. À travers des grands moments de gloire caricaturaux, mais aussi des grands moments de faiblesse, des grands moments de faille, des blessures, des remises en question, qui t'amènent à un moment donné à te regarder dans la glace et à dire « Mais en fait, tu chies comme tout le monde. Donc atterris. » Par contre, Raph, t'es quelqu'un de bien. Et la personne que t'as en face de toi, c'est quelqu'un de bien et en devenir. Donc là, t'es sur un pied d'égalité, ce qu'on appelle l'amour philae. Si on est en amour héros, c'est toujours la dépendance, c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours « Ah, je vais prouver à l'autre, il faut que j'écrase l'autre, ou il faut que l'autre m'écrase pour que j'arrive à exister dans mon côté victimaire, dans mon côté sauveur, dans mon côté bourreau. » C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Mais en entreprise, on ne fait que vivre ces répétitions de rôles psychologiques. En amour, c'est pareil. En amitié, c'est pareil. Qui t'apprend à sortir de ce triangle de Karpman pour rentrer dans ce que j'appelle l'amour philae ou la hiérarchie de compétences? La hiérarchie de compétences en entreprise, c'est que tu as des compétences, Étienne, que j'ai pas. J'ai des compétences que tu n'as pas. Et avec une bonne communication, on va atteindre des objectifs communs. En exposant justement nos compétences à chacun, en acceptant le conflit productif et en ayant des valeurs communes, en ayant des objectifs communs, on avance et c'est ce qui donne du sens en fait à la vie. Mais si tu es toujours à dire, il faut que je prouve à moins de plus 1 que je suis capable de, il faut que je prouve à moins de moins 1 que je peux l'écraser pour... Mais en fait, on ne peut plus fonctionner comme ça parce que ça amène au burn-out et ça amène à la dépression. Ouais, et puis on peut faire le parallèle entre cette dynamique avec plein d'autres choses. Moi je pense à la nature, là ça me fait penser à la permaculture, je sais pas si tu sais ce que c'est. Oui. Ouais, ça me fait penser à cette analogie entre l'agriculture de masse pour produire, etc. et pour nourrir comme de la merde des gens avec des aliments un peu dépourvus de vrais nutriments et de bonnes choses, on va dire. Et puis à côté, tu as la permaculture où les plantes vont s'entraider, etc. Et on va pas avoir besoin de pesticides, du coup ça va donner une meilleure qualité dans les fruits, etc. Mais tu sais, ça me fait penser, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à... Je sais plus qui est-ce qui avait dit que la chose la plus facile, c'est de faire 10 fois le tour du monde. La chose la plus facile, c'est de détruire la nature. La chose la plus difficile, c'est déjà de faire une fois le tour de soi-même. Parce que quand tu te comprends toi-même, tu es un être humain et tu commences à te respecter dans ton essence, dans ce que tu es. Tu respectes ton corps, tes émotions, ton mental, ta spiritualité. Tu te mets un peu à la méditation parce que tu te rends compte que tu n'es pas tes pensées. Alors je vais aller plus loin, mais tes pensées, nos pensées alimentent nos émotions et conditionnent nos comportements. Je te la répète, nos pensées alimentent nos émotions et conditionnent nos comportements. Depuis tout petit, on nous caricature que nous, les hommes, on doit être grand, on doit être fort, on doit être comme ci, comme ça. Pour vous, les femmes, vous devez être des bonnes femmes, des bonnes mères, vous devez être bonnes tout court. Tu vois ? Donc tu penses toujours à ce climat de compétition où il faut être le plus grand, le plus fort, donc il faut écraser l'autre à côté. Mais écraser l'autre à côté, c'est écraser son conjoint, c'est écraser ses amis, c'est écraser la nature. Tu vois ce que je veux dire ? C'est t'écraser toi-même au final. Et en fait, tu t'écrases toi-même, tu deviens une caricature de toi-même. Et on est tous des caricatures de nous-mêmes à partir du moment où on est dans l'ego. On est toujours dans ce triangle-là, toujours à être victime d'un système politique, médiatique et religieux. On est toujours victime, on attend toujours qu'un Dieu va nous sauver. C'est notre éducation judéo-chrétienne. On attend toujours qu'un politique va nous sauver. On attend toujours qu'un Dieu va nous sauver. Ouais, puis après on change de rôle, puis on attend toujours de sauver quelqu'un d'autre et on trouve quelqu'un. Tu peux expliquer un peu le concept du triangle de Karpman ? Oui, bien sûr. Mais quand en général, on est toujours soit victime, soit sauveur. Tu vois ? On sauve le monde. Nous, les hommes, on sauve le monde. Pourquoi on adore les Marvel, pourquoi on adore tout ça de manière caricaturale ? Parce qu'on veut sauver le monde. Parce que depuis tout petit, on nous apprend à sauver le monde. Sauf que la mythologie est intéressante de 0 à 18 ans pour te construire et construire ton ego. Mais à partir de 18, 19, 20 ans, tu deviens adulte, ou tu deviens adulte en devenir. La mythologie doit te nourrir spirituellement pour devenir une belle personne, avec toi-même et avec les autres.
Bon, ça, c'est le côté sauveur. Le problème, c'est qu'on est resté sauveur primaire. Je vais sauver le monde. Le problème, c'est qu'en voulant sauver le monde, tu vas imposer aux autres ta réalité, tu vas devenir leur bourreau sans t'en rendre compte. Donc ça, c'est un peu ce que tu as fait quand tu as découvert la philosophie. Mais en fait, imposer un je peu voulais aux autres. sauver le monde. Ouais. Donc, en entreprise, je faisais des conférences, donc tout le monde me regardait comme Jésus. Il y avait des larmes à la fin. Sauf que je me comportais comme un connard à domicile avec ma femme. Est-ce que c'est la période où tu fais une vidéo qui a fait pas mal de vues sur YouTube, où tu parles à des jeunes rugbyman? Ouais, cette vidéo, c'est en avril. C'est marrant parce que cette vidéo, elle est en avril 2013, où je suis à la fin de mon introspection. J'ai vraiment l'impression d'avoir compris quelque chose. Sauf que ça n'est que de la théorie. Et 5 mois plus tard, ma femme, elle m'a dit, bah ouais, t'as le bon discours avec les autres, mais avec moi, tu t'es comporté comme un connard, c'est fini. Et tu sais, en mythologie, c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. Moi, ma femme m'a révélé en me plaquant. Donc, j'ai fait 9 mois de dépression, parce que pour moi, la dépression est bonne. Quand tu es constamment sous pression, une fois de plus, depuis tout petit, et pour vous, mesdames, depuis toute petite, tu arrives à dépression. C'est qu'en fait, tu lâches la pression de tous ces clichés qu'on nous a vendus, d'être grand, d'être fort, et j'insiste là-dessus, d'être une bonne mère, d'être une bonne femme. C'est tous ces clichés à la con qu'on nous a vendus, qui t'empêchent d'être faillible, qui t'empêchent d'être humain. Et en fait, moi, j'ai fait 9 mois, et au milieu de ces 9 mois, j'ai décidé de mettre le pied au fond de la piscine et de regarder en l'air, et me dire, putain, mais en fait, d'où je viens, quoi. Et tu l'as accepté, cette dépression? Parce que c'est pas facile. Ah j'ai fait un burn-out, j'ai fini à l'HP, mes sœurs m'ont emmené à l'HP. Pour l'anecdote, je vais te la raconter celle-là parce qu'elle est pas mal. À 14 ans, avec Luc, mon meilleur pote, on était au fond du bus et on partait de Beauvais pour aller vers Clermont. Clermont, c'est à 20 bornes de Beauvais. Et puis à côté de Clermont, il y a un petit village qui s'appelle Fidjam. Et à 14 ans, en rigolant, avec les potes au fond du bus et Luc, on se dit, un jour, on va finir à Fidjam. Pourquoi? Parce qu'à Fidjam, il y a un hôpital psychiatrique. Le 28 décembre 2013, après avoir lu et bu aussi un bouquin de Boris Cyrulnik sur la résilience c'est de faire de son passé une force, il y a une phrase dans ce bouquin qui est marquée, elle me pète à la gueule là, comme je vous en parle, là, il est très difficile d'être dans la résilience, donc de faire de son passé une force, quand on connaît un suicide dans la famille. Et il s'avère qu'à 3 ans, quand j'ai 2 ans et demi, ma grand-mère s'est suicidée. Et que de ce jour-là, j'avais quelque chose qui s'est enclenché pour moi. Et en lisant cette phrase, j'ai une lance qui me transperce, je ne peux plus respirer, je suis au fond de mon lit. Mes sœurs m'emmènent à l'hôpital psychiatrique de Fidjam le 28 décembre 2013. Et je sais que je suis mort d'une partie de moi-même ce jour-là. Mais pour renaître après. Tu as la mort et la renaissance. Le phénix, c'est ça. La mort et la renaissance de Jésus, c'est juste mourir d'une partie de soi-même pour rentrer dans un mode adulte, responsable, une vraie philosophie de vie, avec un véritable amour, de s'accepter avec ses forces et ses faiblesses. Mais c'est un chemin. C'est-à-dire que moi, le jour où je découvre la philosophie en 2007, pour moi, c'est révolutionnaire. Mais entre 2007 et 2017, le jour où je m'envole de chez mes parents symboliquement, j'ai mis 10 ans à équilibrer le corps et l'esprit. Et c'est la phrase de Boris Cyrulnik qui vient résonner en toi et qui déclenche tout? Oui, mais qui déclenche, c'est l'arbre qui cache la forêt, qui déclenche tous les rôles que j'ai pu jouer dans mode sauveur pour sauver mon père, pour sauver ma mère, pour sauver la vie, pour sauver le monde, pour sauver tout ça, quoi. C'est tous les gens que j'ai voulu sauver, en fait. Mais avant de vouloir sauver le monde, il faut déjà te sauver toi-même. Sinon, tu te dis, tu imposes aux autres ta réalité. Tu veux sauver le monde, mais c'est caricatural. Sauve-toi déjà toi-même. Apprends à te connaître. Apprends à t'accepter avec tes forces et tes faiblesses. Vois le mal que tu as pu faire autour. Et donc, quel conseil plutôt pragmatique tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se connaître? Tu lui dirais de faire quoi? Je sais que tu n'aimes pas donner de conseils mais raconter des histoires, mais tu as peut-être des petites pistes à donner, non? La vie, elle est faite de... Je pense que la vie, elle est faite de signes. Moi, on m'a permis d'ouvrir une porte qui est la porte de l'âme, je dirais, la porte de la connaissance et je dirais de la conscience. J'ai été inconscient pendant 28 ans, mais j'ai ouvert la conscience, mais ça demande à remettre en question un système. Aujourd'hui, on remet en question un système en étant en colère. On est en colère, regarde tous les gens qui sortent, on est en colère avec nos femmes, on est en colère avec nos hommes, on est en colère avec le monde entier. Mais après la colère, il y a la tristesse de se rendre compte que tu es responsable de ce qui arrive. On est tous individuellement responsables de ce qui se passe collectivement. Donc après la colère et la tristesse, change, accepte de changer pour changer le monde. Parce que si tu changes pas, tu peux pas demander aux autres de changer. Donc c'est bien beau de descendre dans la rue, de dire que c'est de la faute de Macron et tout ça. Et dire, eux, ils profitent d'un système, ils sont dans ce système-là. Ce système-là, c'est comme le système médiatique, il est obsolète. Comment en créer un autre? En faisant des podcasts. Comment en créer un autre? En se donnant la parole les uns les autres et en montrant qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Parlons de Pierre Rabhi, mettons en avant un Pierre Rabhi plutôt qu'un mec qui va être milliardaire. Tu vois, un mec comme beaucoup de sportifs aujourd'hui qu'on met sur des piédestals, alors qu'ils incarnent de moins en moins les valeurs du sport, qui est le principe de participer, le principe de s'élever spirituellement, parce qu'un champion, tu vois, c'est plus vite, plus haut, plus fort.
Il y a plus vite, c'est physiquement, plus haut, c'est de s'élever spirituellement, et plus fort, c'est d'être plus fort que ton ego. Mais en fait, on nous a vendu un plus vite, plus fort, plus grand, c'est d'être le plus vite, d'être le plus fort physiquement, et ça n'est que physique. Mais on a une âme, en fait, on a juste une manière, on peut arriver à penser par soi-même. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage de ne pas dégueuler sur sa femme, de ne pas dégueuler sur ses gamins, de ne pas dégueuler sur le système qu'on a face à nous. Mais de se regarder en face et de se dire, qu'est-ce que moi je peux apporter au monde ? Qu'est-ce que je peux apporter au monde ? Ma colère, tout le monde sait le faire, c'est bon. Tu regardes les réseaux sociaux, c'est la cour des miracles. Qu'est-ce que moi je peux apporter au monde aujourd'hui de positif ? C'est là où tu rentres dans une forme de spiritualité qui est intéressante, où incarner l'altruisme, incarner le don de soi, incarner l'amour véritable de s'aimer, mais avec ses forces et ses faiblesses. Parce que quand je dis ça, je peux avoir le rôle de Jésus, mais je me comporte encore comme un con avec ma femme, avec mon stress. Je les ai déposés au train ce midi, j'étais en stress alors que j'avais aucune raison de stresser. Mais au moins, j'en suis conscient, c'est-à-dire que ce stress-là va pas rester pendant des mois et des mois. Je vais m'améliorer, chaque jour un peu plus. Ouais. Alors qu'avant, tu étais complètement inconscient de tous ces comportements. Oui, comme tu me demandais, tu me disais, mais à un moment, t'as pas été conscient de tout ça. Tu n'es pas conscient. Quand tu es dans un système, tu n'es pas conscient. En fait, tu n'en es conscient qu'au moment où le système te recrache. Ouais. Et donc aujourd'hui, comment tu incarnes un peu toutes ces nouvelles valeurs qui ont mûri, qui étaient en toi, on va dire, mais qui ont mûri. Tu parles de Pierre Rabhi, par exemple. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te touche ? Est-ce qu'au quotidien, tu vas vraiment agir, aller acheter aux petits producteurs, etc. Est-ce que tu es dans une démarche vraiment très cohérente par rapport à tout ça ? J'essaye déjà d'acheter bio, de faire le tri. C'est Pierre Rabadan, qui est un de mes meilleurs potes, qui est un grand joueur du stade, qui m'a pris la tête pendant des années parce que j'étais fumeur, donc je balançais mes mégots par terre. Donc après, il bosse à la mairie de Paris. Mais il a tout à fait raison. Et ça me fait chier de le dire, mais il a raison. Pas de mégots par terre. Va pas prôner la santé physique si tu te files un paquet de clopes par jour. Donc j'ai arrêté de fumer au mois de janvier. Je me file une clope de temps en temps, mais j'ai arrêté de fumer. J'ai compris ma colère. Et puis mentalement, d'arrêter d'essayer d'imposer aux autres ta manière de penser. Tu l'expliques, tu la racontes, et puis libre à chacun de prendre ce qu'il veut. Donc, moi, c'est au quotidien. J'essaie de m'améliorer. Comme je te dis, je sais que j'ai des comportements à la con. Maintenant, quand je m'engueule avec ma femme, ça dure plus 48 heures, quoi. Ça dure 48 minutes, puis on a la capacité de se regarder et de se dire, bah, c'est bon, on s'embrasse et on passe à autre chose. Mais c'est hyper important, parce que ça demande de se pardonner d'être un connard. Ouais, complètement. Mais comment ça s'est passé avec ta femme, justement, qui... je sais pas quelle a été son évolution, elle, de son côté, mais souvent, ce qui se passe dans les couples, c'est qu'il y en a un qui évolue. Il a des révélations, des rencontres avec comment t'appelles ça, Merlin l'Enchanteur, etc. Mais tu as l'autre personne dans le couple qui est pas dans cette démarche. Comment ça s'est passé dans ton couple ? Moi, j'ai désacralisé le mot amour. Le mot amour tel qu'on me l'avait vendu. L'amour héros, c'est la passion, c'est la destruction, c'est les rôles psychologiques que je te racontais tout à l'heure. C'est bourreau, sauveur, victime. Quand tu t'embrouilles avec ton mec ou avec ta nana, c'est toujours ton bourreau. T'es jamais bourreau de l'autre. Sauf que tu te rends pas compte le mal aussi que tu peux faire quand tu balances une connerie aussi que tu t'assumes pas. Quand tu t'engueules, les mots, on s'entend pas. On ne s'entend pas, justement. On ne s'écoute pas. Julie, je l'ai rencontrée, j'avais 28 ans, je venais d'arrêter le rugby, donc avec tout ce passif, tu vois, de blessures, mais pas encore de remise en question. Donc l'impression d'avoir vécu énormément de choses, déjà une vie entière. Et puis elle qui découvre Paris à 21 ans, parce que je la fais monter à Paris au mois de septembre, je la plaque au mois d'octobre, elle prend 20 ruptures dans la tronche en 5 ans. Donc elle prend toute l'introspection et aussi la petite mort du sportif qui est en moi. Alors qu'elle ne m'a pas connu. Donc elle prend toute la précarité en pleine tronche. Sauf que Julie est quelqu'un d'assez intelligente, mais qui a été aussi au bout de ses comportements excessifs, comme on va tous et tout au bout. C'est qu'il y a un moment, tu vas au bout de ton adolescence. Ou t'es dans le déni. Tout le monde ne va pas au bout. Oui, mais si tout le monde va au bout de quelque chose, mais d'un comportement, pour pouvoir grandir, il faut mourir d'une partie de soi-même. Mais après, ça peut être dans la caricature de l'extraverti qui va au bout de la coke, au bout de l'alcool, au bout du cul, au bout du machin, ou dans l'introverti qui va au bout de son dogme avec de la religion, avec des bouquins, et puis en fait, t'en reviens de tout ça. Tu t'humanises, quoi. Tu dis, mais oui, je vais encore aller au bout à essayer d'imposer à ceux qui font du sport que, non, il faut que tu remplisses ton cerveau. Et puis ceux qui se font du sport, qui disent à ceux qui se remplissent le cerveau, mais arrêtez de vous remplir le cerveau, c'est de la connerie. Est-ce que l'équilibre, il n'est pas entre les deux ? Entre se respecter physiquement, mais aussi psychologiquement, mentalement et spirituellement. Mais il faut en revenir de ces extrêmes. On a tous des extrêmes en nous. Donc il faut en revenir pour trouver l'équilibre. C'est les religions, t'apprennent ça. Les religions, les bonnes, pour moi, la religion est bonne. Ce sont les religieux qui t'imposent le dogme. Mais les religions sont bonnes. Ça doit être un développement spirituel qui te permet de passer, une fois de plus, de la naissance à la mort, en passant par les strates de l'enfance, l'adolescence, l'adulte. Et puis, tu t'élèves, en fait. Tu deviens ton propre père. Tu deviens ton propre héros. Et c'est là où tu es quelqu'un de bien équilibré qui peut apporter à la société.
Ouais, je suis complètement d'accord par rapport aux religions et au fait que ce soit un facteur de développement personnel et développement de l'âme, etc. Mais j'aimerais revenir sur ma question parce que je suis pas assez T'es pas satisfait, j'ai l'impression. nourri de la réponse. Ouais. Est-ce que ta femme, elle, a évolué dans ton sens? Est-ce que, voilà, comme je te disais, souvent il y a une évolution de l'un dans un sens et de l'autre pas forcément dans l'autre, ou alors pas d'évolution qui fait que ça va plus. Et vous, comment vous avez fait pour vous rejoindre tout en évoluant? Oui, oui. Donc, je t'ai dit, Julie, 21 ans, moi, 28 ans, j'arrive à 33 ans, donc l'âge du Christ, où là, elle me dit, t'es devenu un gros con, c'est terminé. Elle va au bout de son truc après derrière. Elle va au bout de son D'accord. cheminement, c'est-à-dire qu'elle me plaque et elle va au bout de ses excès. Et ça, je le garderai pour moi et pour elle, Bien parce que c'est sûr. notre intimité. Mm. Mais elle va au bout de ses excès. Et moi, j'ai vu le mal que j'ai pu lui faire. Un jour où, en fait, on est à Biarritz, je suis en train de la reconquérir, donc c'est un an plus tard. Et on est dans Biarritz et là, c'est l'amour Eros, mais dans toute sa splendeur. Là, c'est le triangle de Karpman qui explose. Et tu t'es pris pour mon père. Et moi, je lui dis, tu t'es comporté comme une gamine, mais à se pourrir la gueule à 6 h du matin sur un banc, place de Biarritz, quoi. Et puis là, t'as un gamin de 18 ans qui me reconnaît dans la rue et qui me dit, oh, Raphaël Poulain, génial, j'ai lu le bouquin, j'ai vu la vidéo, c'est super. Est-ce qu'on peut faire un selfie? Et là, Julie se lève, sèche ses larmes, regarde le gamin et lui dit, si tu savais qui c'est ce connard de Superman. Et là, j'ai vu dans le regard de ma femme tout le mal que j'ai pu lui faire. Donc en fait, on a décidé, pas ce jour-là, mais un petit peu plus tard, de se dire, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Soit on se sépare, auquel cas on n'essaie pas de comprendre un peu les rôles de chacun, qu'on a joué l'un pour l'autre. Soit, ben, septembre 2014, tu veux bien remonter à Paris, Julie? Ouais. Bon, elle a fait une mononucléose, donc ça veut dire que de chez ses parents, donc le corps voulait rester, mais l'âme voulait partir. Donc je suis resté à son chevet pendant un mois, et au bout d'un mois, elle a vu que ben, j'arrêtais de me barrer tous les 3 jours, donc elle m'a dit, je peux peut-être compter sur lui. On est monté ensemble à Paris, et on a appris dans l'expérience, en se foutant sur la gueule pendant 48 heures. Ces 48 heures sont devenues 48 minutes. Et aujourd'hui, on a la capacité d'être beaucoup moins en colère l'un avec l'autre parce que on est sur un pied d'égalité. Julie a 31, bientôt 30, elle a eu 32 là. J'en ai 30, bientôt 39. Mais on a décidé plutôt que d'aller chercher, d'aller voir ailleurs ou pendant une durée indéterminée, ben on va se remettre ensemble et puis on va prendre notre chemin ensemble, en se tirant l'un l'autre vers le haut. Et moi, je pense que je l'ai aidé à se sortir de ses addictions, parce qu'elle a eu beaucoup d'addictions aussi, une forte addiction. Et moi, elle m'a permis aussi de m'en sortir en me mettant un grand coup de pied dans les couilles, en me disant, t'es devenu un gros con. Soit, je lui disais, bah écoute, va te faire foutre, puis j'allais voir ailleurs, et puis voilà. Soit je me dis, voilà, je vais faire mon introspection pendant 9 mois, ma dépression, et en sortant, je sors grandi, je suis là, Julie, ton chevalier, à tes côtés, et on va avancer ensemble. Et elle est ressortie de ça parce qu'elle avait vraiment fait de la merde. Elle est sortie de ça en s'excusant aussi parce qu'elle m'avait tout foutu sur le coin de la gueule en disant t'es devenu un gros con. Mais elle avait sa part de responsabilité. Donc on a appris à sortir du triangle de Karpman, qui est donc bourreau, sauveur, victime, en se disant, bah ouais, ces 10 dernières années, ou là sur ce coup-là, ces 5 dernières années, on était co-responsable des situations dans lesquelles on s'est mis. Donc excuse-moi, pardonne-moi, je te pardonne, on se pardonne et on avance. Et dans la religion catholique, pour conclure, la chose la plus dure, c'est le pardon. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? Je te pardonne, mais je vais en garder un peu sous le pied, tu vois. Et dès que tu vas faire un écart, je vais te le foutre dans la gueule. Le pardon total, c'est la chose la plus dure que j'ai rencontrée dans ma vie. De pardonner à l'autre de t'avoir fait du mal, et surtout, le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même d'avoir fait du mal à l'autre et qu'on ait permis de te faire du mal, de se faire du mal. C'est un voyage, c'est un putain de voyage, mais je te jure que quand t'en reviens, tu sais ce que c'est que ça veut dire le mot bonheur en fait. Ça me fait penser à ce que tu racontes dans ton livre où tu dis que les cicatrices qui mettent le plus de temps à s'effacer ne sont pas celles physiques, mais c'est les cicatrices psychologiques. Et pourtant, les gens, dans ce qu'on vend dans les médias aujourd'hui, ce serait plus sur le matériel, sur le physique. Ah putain, il est revenu d'un bras de fer, il est revenu d'un bras pété, parce que j'ai eu le bras paralysé pendant 8 mois. J'ai une couille qui a explosé. Ah, il en est revenu. Ah, il est revenu de ses 2 épaules. Ah, il est revenu de son genou. Oui, mais en fait, ça c'est facile, parce qu'à la limite, c'est physique. Mais spirituellement, quand t'es quelqu'un qui est... Moi, les émotions, je m'en suis coupé, mais je suis quelqu'un qui est assez émotif. J'ai cette volonté de dire et de crier haut et fort que j'ai une véritable sensibilité, de plus en plus, et assumer. Parce que dans le monde du rugby, tu n'assumes pas ta sensibilité, parce qu'on a ce cliché de dire on n'est pas des PD. Et ce mot-là, je l'ai tellement entendu, mais... Et quand bien même si on était homo. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a pas mal. Mais il y en a, oui, non, mais ce cliché de... Tu vois, ça rejoint encore ce côté adolescent où on est en groupe, on est en machin, et on nous vend que les hommes c'est fort, c'est grand, ça doit pas ressentir. Parce que si tu ressens, c'est féminin, donc c'est PD et donc c'est homo.
Mais en fait, l'homosexualité, c'est juste une différence. C'est pas une tare. Le problème, c'est qu'on nous a vendu ça depuis depuis deux millénaires. C'est l'éducation judéo-chrétienne. C'est quand t'entends un mec qui s'appelle Folao, qui est l'arrière de l'équipe d'Australie, qui dit tous les homosexuels, les alcooliques, qui met tout le monde dans le même et dit voilà, vous allez brûler en enfer si vous n'êtes pas dans la rédemption avec Jésus. Il a sorti ça sur Twitter, le mec. Donc, en fait, c'est là, la religion te nourrit des mauvaises choses, nourrit ton ego en disant mais pour qui tu t'es pris, toi? Pour qui sont les brebis égarées? Est-ce que ce sont les gens que tu juges à travers ton tweet, ou est-ce que c'est pas toi qui juges ces gens? Et dans le rugby, on est dans ce cliché-là. On était dans ce cliché-là, on essaye de casser les clichés, mais on était dans ce cliché de virilité où on n'est pas les pédés, on est des hommes, on est des bonhommes. Mais en fait, ça t'empêche d'être sensible, ça t'empêche plein de trucs, ça te laisse dans un truc qui ne te révèle pas à toi-même, quoi. Ouais, puis ça te fait faire des trucs qui sont pas cohérents avec qui tu es en profondeur. Comme moi, je pense, tu racontes dans le livre à un moment donné les brunchs du dimanche où chacun il vote son petit exploit et tout. Pourquoi? Pour nourrir son ego et montrer à l'autre qu'on a fait un truc cool la veille. Tu dis que ça va de la gonzesse au replaquage ou au cul sec en fin de soirée. Et t'expliques qu'à un moment donné, tu manges ce que quelqu'un recrache pour 50 €. Après, t'avales un truc de wasabi. Tu chopes une chiasse 20 minutes après pour 100 €. Et voilà, t'es dans ce délire-là. C'est la course à l'armement. Oui, c'est ça. Je me souviens, c'était avec Momo Blin. Ça. On préparait un match justement au Parc des Princes. Et c'est vrai qu'il a recraché un truc et il me dit tiens, 50 € pour ça, pour bouffer ça. Mais c'était un jeu. Mais c'était dégueulasse. Mais c'est un jeu de gamin. Pour moi, le rugby, et Thierry Dussautoir l'expliquait bien, hein, c'est l'un des seuls sports qui te garde un pied dans l'enfance et dans l'adolescence. Et quand ça s'arrête, amateur ou professionnel, c'est dur parce que tu meurs d'une partie de toi-même. Et c'est la petite mort que tout sportif connaît, mais de manière caricaturale. Parce que t'imagines, t'as vécu de 7 ans, alors moi j'arrive à 28 ans, mais pour Thierry, il s'est arrêté à 35 ans, donc on va dire de 7 ans à 35 ans, donc 28 années. C'est-à-dire que 28 années de ta vie, t'as vécu avec tes potes au quotidien, t'es devenu professionnel, donc en plus t'as gagné de l'argent. Tu as été connu parce que tu as été très bon joueur, en tout cas pour lui de manière internationale. Et du jour au lendemain, ça s'arrête et on te dit bah non, mais t'es un homme et voilà. Et puis ça va être facile pour toi la reconversion. Tu vas partir avec ton oseille et ta notoriété. Mais ils sont où tes potes? Ils sont où tous tes potes qui te gardaient ton pied dans l'adolescence avec toutes les conneries que tu as pu faire? C'est ça qui est difficile en fait quand tout s'arrête, quoi. C'est pas les 10 000 personnes autour dans le stade. Hein. C'est tes potes au quotidien, c'est ta vie sociale, c'est tout ce que tu as laissé depuis ton enfance. Ouais, et pour le coup, qui est pas si mal au final de garder un pied dans les conneries et l'équilibre, une fois de plus, c'est que, ça, tu sais quoi? Ça, c'est de l'analyse transactionnelle. Soit tu fonctionnes comme un parent raisonné, soit tu fonctionnes comme un enfant meurtri. Je parle de manière caricaturale, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, mais... Donc, soit tu fonctionnes comme un enfant meurtri, donc ça c'est la passion, soit tu fonctionnes comme un parent raisonné. Sauf que la raison, ça emmerde, et la passion, ça détruit. Qu'est-ce qu'un adulte? Celui qui arrive à trouver l'équilibre entre la passion et la raison. Il faut parfois être raisonné. Quand tu grandis, il faut être plus raisonné que quand tu avais 20 ans. Mais il faut garder aussi une part de passion, sinon tu deviens chiant. Aujourd'hui, tu regardes, il y a des spécialistes de tout à la télé. Ils sont chiants. C'est de la théorie. Ils sont devenus chiants. Ils sont devenus des parents. On n'a pas besoin de parents. On veut des adultes pour pouvoir s'identifier à des mecs qui sont pas là à te donner des leçons à travers un mec qui parle bien. Il n'y a rien de plus chiant qu'un mec qui est désincarné. Et t'en as plein à la télé. Et puis, alors soit t'as ça, ou sinon t'as la télé-réalité, qui te garde un pied en enfance, mais dans une espèce de passion, d'égo, où là, le triangle de Karpman, tu le retrouves à chaque coin de rue, dans les ch'tis à Mykonos, c'est mon cul sur la commode. Non, mais et donc, l'équilibre, il est entre les deux. C'est du Lucchini dont je te parle, tu vois. C'est des mecs qui ont gardé cette folie, cette insouciance, mais qui sont aussi quand même conscients qu'on a une part de responsabilité dans le monde dans lequel on avance. Mais on est devenu tellement chiant que, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont peur de ce qui se passe à la télé. Parce qu'ils disent, mais j'ai pas envie de devenir chiant comme ça. Mais en fait, tu deviens chiant comme ça au quotidien avec tes gamins. Et c'est ça qui est dur. Donc, il faut arriver à trouver ce fameux équilibre. Et les religions t'apprennent ça, trouver l'équilibre entre l'être et le paraître. La philosophie nous apprend ça. Donc, sauf que ça ne doit pas être des mots, ça doit être incarné. Parce que si ça sont des mots, ça reste de la chienlit. Mais peu importe que tu en parles bien, si t'es pas incarné, ça reste de la chienlit, quoi. Ouais, puis c'est difficile d'avoir le feu à l'intérieur, la petite flamme qui te rend humain et pas chiant. Cette petite flamme, tu peux la perdre un temps. Et c'est bien de la perdre, parce qu'au moins tu expérimentes le connard qui est en toi. Raisonner. C'est bien de la perdre, parce qu'au moins tu te rends compte dans l'expérience du connard que tu deviens. Pour dire, oublie pas d'être un peu bon connard, tu vois, d'être marrant, tu vois. Putain, marrons-nous, quoi.
Quand est-ce qu'on se marre quoi? Aujourd'hui, on peut plus faire de blagues sur rien du tout, quoi, parce que toutes les minorités qu'on a caricaturées, que je peux comprendre, hein, tout à fait, ben, aujourd'hui, elles se rebellent, et c'est normal. Parce que les homosexuels en ont ras-le-bol d'en prendre plein la gueule, les noirs n'ont pas envie de faire une blague sur les têtes de nègres, il y a tout ça derrière. Donc on est pris dans une forme de schizophrénie où on aimerait rigoler de tout parce que le monde devient pesant, mais d'un autre côté tu peux plus parce qu'il y a le MeToo, parce qu'il y a tout, il y a toutes ces espèces de nébuleuses. Comment tu navigues au milieu de tout ça? Ouais, compliqué. Mais sachant qu'il y a beaucoup de gens, enfin ça c'est aussi quelque chose que la société a créé, le fait de ne pas dire un mot de travers, mais au final tu discutes avec des homosexuels et tout, une bonne blague sur les PD, ça les fait marrer quoi. Oui, mais parce qu'eux en sont revenus aussi. Parce Mm. que ces homosexuels-là en sont revenus. Ils se disent, mais en fait, oui, moi je sais que c'est une différence. Je sais, moi, pour moi, c'est assumé, donc vas-y, on peut en rigoler, quoi. Mais ceux qui n'assument pas leur religion, mais quand je te parle dans leur religion, dans leur essence, pas pour leur ego. Ah ouais, mais t'as touché à ma religion, t'as touché à mon truc. C'est difficile aussi pour eux, moi je les comprends. Je comprends un musulman qui, quand il va en Algérie, n'est pas algérien, quand il est en France, n'est pas français. À quoi il se raccroche? À sa religion. Et toi, derrière, tu vas arriver en disant bon français, pure souche blanc, tu vas faire une caricature de son Dieu. Ah ben le mec, il dit mais attends, mais tu me reconnais pas ici, on me reconnaît pas là-bas. Seule chose à laquelle je m'accroche, c'est ça, et tu viens me le caricaturer. Ah ben ouais. Donc ça permet aussi de comprendre aussi les dérives sectaires du monde religieux aussi. Comprenons aussi que ouais, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Parce que des gens ont envie de se sentir respectés. Parce qu'ils n'ont même pas été reconnus aussi en tant que victimes. Je parlais des Noirs, justement. Quand t'as Michel Leb qui va faire une blague sur les têtes de nègres, mais il est du bon côté, il est blanc. Donc il va faire des blagues. Hein. Et puis après, quand tu vas dire, mais non, faut pas rigoler. Ah, mais comment ça? On peut pas rire de tout. Non, 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 non. Parce que est-ce que t'as reconnu le colonialisme? Est-ce que t'as reconnu l'esclavage? On l'a reconnu qu'à demi-mot. On n'a jamais reconnu en disant, ben nous, voilà, les blancs de souche, la Bordeaux, comment ça a été construit grâce à l'argent de l'esclavage. Je vais très loin, hein. Mais je le pense vraiment, quoi. Et derrière, tu te dis, bah ouais, on peut plus rire de tout, on peut plus rire des blacks, on peut plus rire des homos, on peut plus rire des Algériens, on peut plus rire de tout ça. Ben non, mais en fait, reconnais-les déjà dans leur statut et dans leurs différences, et dans leur statut d'être humain français, non pas de souche, mais français parce qu'ils sont tout aussi français que toi et moi. Après, on peut en rigoler. Mais avant, reconnais-les déjà. Reconnais-les en tant qu'être humain, et pas en tant qu'objet de blague. Voilà. Ouais, c'est très clair. Et pour en revenir à... Ça m'intéresse, tu parles des Merlin l'Enchanteur souvent. Donc Oui. toi, est-ce que tu fais un petit résumé? Quels ont été tes Merlin l'Enchanteur on va dire dans l'ordre un peu chronologique qui t'ont éveillé le long de ce chemin? C'est marrant parce que je placerai mon père à la fin, parce que je vois que mon père, je le place aujourd'hui à la fin. Mon père est une vraie source d'inspiration pour moi aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui est assez cadré et qui a fait avec ses armes, parce qu'il n'a pas eu de père. Enfin, il a eu un père qui est parti en Indochine quand il avait 6 ans et qui est revenu dans une boîte. Donc il n'a pas vu son père mourir. Donc il a vécu à travers moi une aventure qu'il n'a pas vécue avec son père. Donc on était très fusionnels et je me rends compte aujourd'hui de l'homme qu'il est aujourd'hui, peut-être en devenant père aussi moi-même. Je le place à la fin alors qu'il était au début de ma vie. Mais on a toujours envie d'aller chercher d'autres figures tutélaires que son père. Donc c'est peut-être pour ça que je le place aujourd'hui à la fin sur un pied d'égalité, en tant qu'adulte à mes côtés. 1987, quand je découvre le rugby, c'est Anne-Marie Lenormand, ma première entraîneur de rugby. Madame Van Arselaar, qui en 94 me fait découvrir le théâtre. Madame Laran, qui était ma prof d'histoire et qui m'a fait faire 3 pièces de théâtre au collège et au lycée. J'ai joué à Réveille-toi, Philadelphie, de Raphaël Billet-Doux et La cantatrice chauve d'Alain Badiou. Pierre Nassier, Philippe Duhamel, qui m'ont accueilli à Paris en 98 et avec qui j'étais champion de France en réchelle. Et tous ces mecs réchelle, c'est-à-dire que quand je suis surclassé en réchelle, tous les mecs qui sont face à moi, qui sont avec moi dans l'équipe, sont plus vieux que moi. Moi, je débarque avec mon physique, donc un peu extraterrestre, mais j'ai des grands frères autour de moi, quoi. Je pense à Mathieu Blin, je pense à Salim, je pense à Rodolphe, je pense à Pierre, je pense à Toffer. Tous ces mecs-là sont des figures qui sont importantes pour moi. Bernard Laporte, alors oui, parce que c'est lui qui me permet de devenir rugbyman professionnel, mais c'est aussi lui qui me balance une source de motivation inconsciente qui est complètement conne, les fameux 8 kilos à prendre. Je vais aller loin, mais John Connolly, qui est cet Australien qui arrive et qui me dit pourquoi on t'a mis à l'aile alors que tu as joué pendant 10 ans à l'arrière, reviens jouer à l'arrière. J'étais l'un des meilleurs à mon poste cette année-là, en 2000-2001. Et puis Fabien Galtier, qui a été mon entraîneur en 2004-2005, qui me dit t'es un très bon mec humainement, mais techniquement t'es une merde. Et ça, dans le monde de l'entreprise, on appelle ça du harcèlement moral. Mais dans le monde du sport, on n'en parle pas. Et tu sais, le paradoxe que je trouve, et je vais faire une parenthèse sur le monde professionnel dans lequel on vit dans le rugby, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire fonctionner le rugby comme une entreprise, tu vois, avec des vrais codes du monde de l'entreprise, une vraie hiérarchie. Ah ben, c'est le président qui amène de l'oseille, donc il a le droit de cuissage, il a le droit de regard sur tous les mecs qu'il a sous lui, on va dire.
Sauf que derrière, quand tu parles de harcèlement moral, on te dit mais non, mais ça c'est le mode de management patriarcal, voilà, t'as ton manager, bon il te rentre un petit peu dedans, c'est tout à fait normal. Donc d'un côté, on te dit que c'est un monde très professionnel, très hiérarchisé, et d'un autre, dès que tu vas commencer à parler de harcèlement moral, en entreprise, tu vas au prud'homme, hein, t'en parles dans le rugby et dans le monde du sport, on dit mais non, mais ça c'est le management, si on te rentre pas un peu dedans. Et tu dis dans ton livre que Galtier, à l'époque où il te dit ça, t'as envie de le défoncer, quoi. Oui. Et aujourd'hui, tu le mets comme un Merlin l'Enchanteur, quand même. Je le mets, oui, parce que j'apprends à pardonner aussi, et je l'ai rencontré il y a 3 semaines avant qu'il soit annoncé comme sélectionneur, et je passe 2 heures avec lui à discuter parce que je vais monter sur scène là dans pas longtemps. Et je veux être équilibré sur scène, c'est-à-dire que je veux pas que le discours que j'ai sur scène ne soit pas incarné. Et j'ai besoin de pardonner à Fabien parce que c'est du vrai harcèlement moral ce que j'ai vécu, vraiment. J'ai vraiment vécu du harcèlement moral en 2005. Donc j'ai discuté avec lui pendant 2 heures. Et il s'avère que pendant 2 heures, à aucun moment, il s'est vraiment remis en question sur son parcours en tant que manager à Montpellier, à Toulon et même au Stade Français. Avec moi, il m'a dit, j'étais un entraîneur un peu jeune, mais tu sentais pas une véritable remise en question de sa part. Et je peux le comprendre, parce que la remise en question, c'est la chose la plus difficile avec le pardon. C'est hyper dur de se remettre en question, t'as toujours l'impression d'avoir raison. C'est ton ego qui parle, t'imagines ton ego qui va dire « Ah ouais, peut-être que là j'ai joué au con, là. Peut-être que là je lui ai fait du mal. » Mais je l'entends pas verbalement me le dire, donc je suis pas reconnu en tant que victime. C'est pour ça que j'en ai voulu. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'est pas capable de le faire. Donc pour le pardonner et pour arrêter de vivre avec cette colère, j'apprends au fur et à mesure. Mais c'est là, hein, je suis en train de le vivre maintenant, hein, quand je t'en parle. J'apprends à pardonner. Parce que c'est dur. Tant que tu n'es pas reconnu en tant que victime, c'est très dur de pardonner. Mais je sens qu'il n'est pas capable, donc c'est à moi de faire mon chemin là. Tu peux pas attendre que les autres Voilà. changent, Donc, mais tu peux juste... donc Galtier, aujourd'hui, je peux juste apprendre à pardonner et le mettre comme un Merlin enchanteur. Ce qui m'a aussi permis de me rendre compte aussi du connard que je suis devenu avec ma femme. Le connard qu'il a été avec moi, je le suis devenu avec ma femme. Donc je peux comprendre que Fabien Galtier se comporte comme ça, parce que moi-même je l'ai été. Et pour conclure sur les Merlin enchanteurs, j'en ai pas mal, mais je rajouterai Richard Esco, qui était la personne qui m'a révélé spirituellement en me tendant ce bouquin de philosophie, en me disant, écoute, t'as été dans le paraître pendant 27 ans, va falloir que t'ailles découvrir qui tu es à l'intérieur, quoi. Et là, mais il a ouvert une porte qui est absolument qui t'amène au Saint Graal. En fait, le Saint Graal, c'est le bout du chemin qui t'amène à une deuxième vie où tu te rends compte que ta force, tu l'as à l'intérieur, quoi. Le bout du chemin qui t'amène dans une deuxième vie où il y a encore un chemin qui est jamais vraiment fini au final. En fait, le jour de ma naissance, je suis rentré dans un bocal. J'ai plongé dans un bocal et j'ai pris des parois invisibles. Et ces parois invisibles, c'est les rôles que tes parents te mettent sur le coin de la gueule. C'est le rôle que la société veut te mettre sur le coin de la gueule. C'est le traumatisme que tu vas avoir à 3 ans, à 6 ans, à 12 ans ou 14 ans quand tu as une espèce une éjaculation précoce à 16 ans ou à 17 ans pour en avoir discuté avec des potes. Et puis qui peut te tenir. Donc tu prends des murs dans la gueule. Le rapport aux femmes, le rapport aux hommes, le rapport à la société, le rapport à la religion, le rapport à tout ça. Tu te prends des trucs. Tu te prends des espèces de parois invisibles. On refait un peu le topo, t'as un bocal, ta naissance, tu rentres dans le bocal, tu prends des parois invisibles. Puis il y a un moment où t'es tellement fatigué que tu tombes au bout du bocal, au fond du bocal. T'es pas bien, t'as la tête qui tourne, tu regardes autour de toi, mais tu comprends pas en fait, tu vois pas la paroi. Et puis il y a un moment où tu lèves la tête et tu vois un cercle. Alors tu reprends ton envol, t'as mal aux ailes, tu vois, tu prends une paroi, 2 parois, mais tu te dis c'est pas grave. Il faut que j'aille voir ce que c'est que ce putain de cercle. Et en fait tu te rends compte, en prenant de la hauteur, que tu survoles le cercle et tu te rends compte du bocal en fait. Ça, le bocal, c'est ton ego. Ton bocal, c'est ce que Jung appelle la persona, c'est tous les rôles qu'on joue pour nos parents, pour tout ça. Et puis il y a un moment où, la sagesse arrivant, tu t'assois sur le bord du bocal et tu dis putain, j'étais à l'intérieur de ce truc-là. Mais personne m'a appris à en sortir. Les expériences t'apprennent à en sortir. Les connaissances t'apprennent à en sortir. La conscience t'apprend à sortir de ça. Et puis tu regardes autour de toi et tu dis putain, mais comment je vais faire là dans ce monde hyper vaste? Qu'est-ce qui va m'accompagner? À quelle branche je vais pouvoir me raccrocher? Tu peux plus te raccrocher à ton ego parce que tu sais que ton ego, il est à l'intérieur du bocal. Alors tu apprends à prendre le premier virage, tu te casses un peu la gueule, et puis le deuxième virage, il est plus agréable, et puis après tu prends ton chemin en conscience. Ce qui fait que tu attends beaucoup moins du monde extérieur parce que tu sais que la force, elle est en toi. Et tu navigues comme ça, et là tu as l'univers qui t'est ouvert. Tu te rends compte qu'il n'y a plus de parois vitrées Il n'y a plus de parois, c'est connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et ses dieux. Moi j'étais Icare, hein, je me suis approché près du soleil, je me suis brûlé les ailes, je suis tombé au fond de l'enfer. Parce que l'enfer, ce que disait Sartre, l'enfer c'est pas les autres. Sartre disait l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est pas les autres, c'est l'image que tu t'en fais avec tes illusions, avec tes interprétations, avec tes peurs que tu fous sous le tapis. Mais quand tu vois que ça ne sont que des peurs, l'enfer, il n'existe pas. C'est toi l'enfer, c'est ton mode de pensée. Nos pensées alimentent nos émotions et conditionnent nos comportements. On a l'impression d'être en enfer. Change de manière de penser. Le cerveau c'est comme un muscle.
Tu l'entraînes à penser de la merde, tu peux l'entraîner à penser de belles choses. Ben, lève-toi le matin, une petite demi-heure de méditation, tu te poses, tu laisses passer tes pensées, tu te réveilles, tu regardes ta femme, tu l'embrasses, c'est un nouveau jour qui se lève et t'avances. Ça peut paraître de la branlette philosophique, mais entraîne-toi à le faire et tu vas voir que physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement, putain, t'es hyper puissant. Et on est tous comme ça. Alors t'imagines, si tu fédères tout ça, bah, tu respectes la nature, tu respectes l'autre, et surtout tu te respectes. Tu te laisses plus marcher sur les couilles par un système politique, médiatique, religieux et tout ce que tu veux, qui te fait fonctionner en rupture de première en adolescence. Non, deviens adulte. Crée un nouveau système. Donc là, toi, tu médites tous les matins, et si oui, j'imagine que oui, et depuis combien de temps, combien de minutes par jour? Alors pas tous les matins, mais je médite entre 1 minute et une demi-heure tous les jours. Je me trouve du temps pour méditer, et ce qui fait que ça apaise l'esprit et ça permet d'être, je dirais, plus équilibré. Ouais, puis prendre un peu du recul. Moi, j'aime bien méditer parce que ça me fait un petit état de comment va mon mental, comment vont mes pensées en ce moment, tu vois. Il y a des jours où je suis bien, des jours où je sens où il faut que je médite. Et je médite, et là, je vois les pensées qui me bombardent et j'arrive pas à faire le vide, etc. Et en fait, dans cette période, du coup, je médite plus jusqu'à ce que ça se recalme. Après, je me calme un peu. C'est un bon miroir, je trouve. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, c'est un bon miroir. Ça permet de voir un peu ton état psychologique et mental. Et c'est ce que nous apprennent les religions dans la méditation et donc dans la prière. Mais la prière, c'est de la méditation. C'est je dirais, d'apprendre et d'entraîner ton cerveau à fonctionner différemment. Mais après, une fois de plus, il n'y a pas marqué Jésus. Ce que tu vois, ce midi encore, ce que je te racontais en off tout à l'heure. J'arrive à la gare, j'ai mes 2 gamins, mon gamin de 15 jours et Léo qui a 3 ans qui court partout, ma femme qui va acheter des sandwichs. Le train est à 12h37, on arrive à 12h37 mais on sait qu'il a 20 minutes de retard. Et je dis à Julie, bon allez viens on monte, viens on va voir. Pourquoi je stresse à ce moment-là? Pourquoi je stresse? Donc je dépose ma famille, je les embrasse, et dans le métro je me dis pourquoi? Pour aller vers quoi? Quel intérêt j'avais à stresser là? Et en fait c'est le mental que tu as entraîné depuis tout petit, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Il faut toujours qu'il y ait un stress. On existe dans le stress. Mais si le stress n'existe pas, ben ton ego n'existe plus. Mais à quoi tu t'accroches? Tu vois? Merde. Ouais. C'est chaud. Et la méditation, je pense qu'elle te rééduque. Et je vais pas me prendre pour Bouddha parce que ça fait... Tu vois, Nico Diego, c'est le réalisateur de la vidéo dont tu as parlé tout à l'heure. Nico Diego, c'est un mec que je respecte énormément, qui aussi, je pourrais mettre un petit Merlin l'Enchanteur, qui a 10 ans de moins que moi, 8 ans de moins que moi, mais qui a vécu le burn-out, qui en est revenu et qui m'a parlé justement de la méditation de pleine conscience. Donc ça fait que 3 semaines, un mois que je le fais. Donc je m'entraîne à le faire. Ok, Par contre, c'est vraiment le début alors. Oui, c'est le début. Et tu sais, j'ai un outil qui est plutôt cool, qui je pense va vous parler à vous toutes et vous tous qui nous écoutez. Imaginez, vous êtes à votre naissance, vous êtes sur un char. Et sur ce char, face à vous, il y a 4 chevaux qui tirent ce char. Le cheval corps, le cheval émotion, le cheval mental et le cheval spiritualité. L'enfance et l'adolescence, tu as le cheval corps et le cheval émotion qui vont au triple galop. Le mental, il n'est pas encore structuré, tu l'as pas encore structuré pour devenir con, on va dire, dans le bon sens du terme. Et spirituellement, tu as envie que ton père croie en toi, tu as envie que ta mère ou que tes professeurs croient en toi, donc il est au triple galop. Donc là, tu es avec les rênes et tu apprends à gérer ton corps, à gérer tes émotions, et en plus en enfance et adolescence, les émotions ça va dans tous les sens, donc c'est triple galop, voire le cheval fou, le mental qui est au pas, et la spiritualité qui est au trot, voire au galop. Et plus tu avances dans le temps, plus tu abandonnes parfois ton corps, ce qui fait qu'il arrive au pas, tes émotions tu t'en coupes, donc ils sont arrêtés, ton mental il est toujours au triple galop, c'est les fameuses pensées qu'on a, et spiritualité c'est putain il faut que je prouve à l'autre, il faut que je prouve à machin, donc tu es toujours dans une espèce de fourmillement, et ta spiritualité va au triple galop. Et puis il y a un moment où tu fais un burn-out, le burn-out que j'ai fait, tu tombes, ton corps est à 0, tes émotions sont à 10 000, moi j'ai dégueulé ça, mon corps j'ai perdu 10 kilos, mes émotions j'ai pleuré, j'ai ri, mon mental, ma femme l'avait remis en question, donc il était au pas, même à l'arrêt, et puis la spiritualité c'est qui croit en moi et en quoi je crois. Plus personne ne croit en moi. Je suis mort d'une partie de moi-même. Et au fur et à mesure, quand tu reviens, donc cette fameuse renaissance, tu apprends à respecter ton corps, arrêter de fumer, te mettre au sport parce que c'est ce qui porte ton âme. Tes émotions, apprendre à comprendre ta colère. Donc une psychanalyse, ça fait du bien, la psychologie, ça fait du bien, la spiritualité, ça fait du bien. Comprendre ses colères, savoir d'où elles viennent, replacer ses parents à leur place.
Le mental, il est important parce que on en a besoin aussi d'avoir une structure aussi égoïque, enfin égoïste, pas égoïste, mais de l'ego. On a besoin d'avoir un ego structuré et ego centré, d'être bien centré dans sa vie. Et puis spirituellement, c'est apprends à croire en toi. Apprends à croire en ce que tu es, quelqu'un de bien, et n'oublie pas qu'en face de toi, il y a des belles personnes. Donc là, après, tu peux gérer tes rênes. Mais c'est de l'apprentissage, et la vie t'apprend ça. Les chutes t'apprennent ça. Les grands moments sportifs t'apprennent ça. Les grands moments de ta vie, quand tu pars de chez tes parents, quand tu vas avoir ton diplôme, quand tu vas rencontrer ton mec ou ta nana, ta première relation sexuelle, la seconde, la 10e, la 20e, puis tu vas découvrir le grand amour, et te rends compte que le grand amour, mais c'est déjà de t'aimer toi-même, et puis voilà. Mais l'idée, quand on a toutes ces connaissances, c'est de les partager. Parce que c'est le lien que tu crées avec les autres qui est important, et le sens de la vie, il est là, en fait. C'est dans le partage. Ouais, alors, Je vais très très loin, hein, mais là je me suis régalé dans ce monologue. J'ai plus de salive, je vais boire un coup, Étienne. Vas-y, bah moi je vais en faire un petit alors en attendant. Non, mais je trouve ça hyper intéressant, ça va nous donner matière à méditer. Et la métaphore là, du carrosse, ouais, j'invite vraiment tous les gens qui écoutent à aller la voir. Il y a des petites variantes. Moi j'en avais une en tête où les chevaux sont les émotions, le conducteur est le mental, à l'intérieur il y a le passager qui est l'inconscient, et tu as la structure du carrosse qui est le corps, et le chemin sur lequel tu roules. Et en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que le mental, donc le conducteur qui va fouetter les chevaux, les émotions qui vont te faire avancer, eh ben, l'idée, c'est de faire communiquer avec le mec qui est à l'intérieur, donc ton moi profond, on va dire, donc à l'intérieur de, tu vois, de la petite Citrouille. petit cube, ouais, voilà, où il y a le Ton mec carrosse, ouais. important qui se fait charrier, quoi. Et donc voilà, et quand il n'y a plus de communication entre le gars qui conduit et le gars à l'intérieur qui lui dit la destination, etc., bah, ça crée un bordel. Donc le gars va accélérer sur un chemin qui n'est pas toujours lisse, donc tu vas péter une roue, etc. Et c'est une métaphore qui rejoint un peu la tienne. Mais c'est, tu vois, nos métaphores sont différentes, donc nos vies sont différentes dans la forme, mais dans le fond, c'est ça. Carrément. Et moi, j'aime la métaphore, et peut-être que je la réutiliserai parce que elle va parler aux gens qui sont connectés à ce qu'on raconte. Et c'est, tu vois, dans le partage et dans l'écoute, c'est pour ça que tes podcasts sont chouettes et qu'il y a c'est un moment de partage qui est plutôt fort, avec voilà, des connaissances partagées, avec des points de vue différents, mais qui amène à une forme d'universalité. C'est que pour aller d'un point A à un point B, c'est quoi le plus important? C'est pas le point B, c'est tout le voyage que tu fais, et les connaissances et les rencontres que tu fais. Et c'est ça qui est plutôt chouette. Et c'est tout ce que tu racontes sur ce carrosse, c'est quels ingrédients tu vas mettre sur les chevaux, quel foin tu vas leur donner, qu'est-ce que tu vas donner au conducteur, est-ce que tu lui as donné assez de reconnaissance au conducteur, est-ce que le carrosse il est bien fourni, est-ce que tu n'as pas vu qu'il n'y a pas un pneu crevé. Bon, en général le carrosse c'est des roues en bois, mais on imagine que tu mets ce que tu veux, de toute façon c'est ton carrosse, Étienne, merde. Si tu as peut-être un pneu crevé, il faut regarder son carrosse. Enfin, voilà, ton corps, il faut faire attention que ton corps te parle. Tu vois, la notion de corps, être incarné véritablement, c'est comprendre que les cancers, ça vient de là aussi, quoi. Les cancers, ça vient aussi de là, de l'inconscient. Ça vient pas que de ce qu'on bouffe, des merdes qu'on nous fait bouffer, mais aussi du stress que l'on se met, qui en fait va gangréner les mauvaises cellules et va amener un cancer. Moi, j'ai perdu ma mère qui est morte d'un cancer, qui s'est battue 10 ans contre un cancer. Le corps est un extraordinaire outil qui peut aussi te desservir. Mais c'est pour ça qu'il faut arriver à équilibrer le corps et l'esprit. Et quand tu commences à faire fonctionner ton esprit de manière beaucoup plus fluide, tu sens que tu peux te soigner. Je ne me désolidarise pas du tout de la médecine conventionnelle. Mais avec la médecine conventionnelle, tu vas soigner un rhume, tu vas soigner une blessure physique, mais soigne ton âme et tu verras que tu vas soigner ton corps aussi et que tout ça est imbriqué en fait. Bah, c'est sûr que quand tu purifies entre guillemets en profondeur, bah déjà la merde, tu vas plus la manger parce que tu n'en auras plus envie. Tu vas t'aimer, tu vas te respecter, tu vas mieux manger. Enfin, c'est un cercle vertueux qui se met en place, dont on a déjà un petit peu parlé. Et il y a un truc que tu racontes en conférence aussi qui est vachement, vachement intéressant, je trouve. J'aimerais bien que tu développes et que tu me dises comment tu as fait, pourquoi, et surtout que tu me dises comment il faut faire. Donc, tu as fait écrire une lettre à tes parents pour comprendre qui tu étais. Tu peux nous parler de ça? Ouais, c'était en 2012. Un moment où j'étais chez mes parents et dans mon introspection, et je pense que j'avais lu un bouquin justement sur la filiation. J'avais fait une constellation familiale. Constellation familiale, ça permet de replacer un peu ses parents, comprendre ce qu'ils ont vécu et à comprendre ce que l'on vit et les rôles qu'on peut jouer aussi pour nos parents et les rôles qui nous font jouer inconsciemment. Et donc ma mère m'a écrit 20 pages, mon père m'a écrit 6 pages, et dans ces 20 pages, ma mère m'explique sa naissance en 48, la révolution féminine dans les années 70, vécue à Abbeville et aussi à Crécy-en-Ponthieu, un petit village de la Somme, la rencontre avec mon père, l'arrivée de mes sœurs, mon arrivée, et puis à 3 ans, en 1983, donc j'ai 2 ans et demi à ce moment-là, le suicide de ma grand-mère. Et il s'avère que dans cette lettre-là, je découvre en fait que ma grand-mère s'est suicidée. Et
croyez-moi ou pas, mais depuis tout petit, quand je ferme les yeux, je vois un lit, et sur ce lit, je vois une dame avec un bandeau sur la tête à côté d'une fenêtre. Et il s'avère que ma grand-mère, je ne l'ai jamais vue sur son lit de mort. Et que ma grand-mère avait son lit à côté d'une fenêtre, et ma grand-mère s'est tiré une balle dans la tête. Et en lisant ça, je me rends compte, en fait, je me réapproprie ma propre histoire. C'est-à-dire que je sais que j'ai porté ma mère aussi. Qu'à travers ça, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille qui a fait qu'elle nous a fait porter inconsciemment des rôles un peu trop grands pour nous à ce moment-là. Et puis mon père, donc, qui m'explique que en 1950, quand il a 6 ans, il voit son père monter dans un train, et puis quelques mois plus tard, il le voit revenir dans une caisse, dans une malle. Son père est mort en Indochine. Et ça, tu savais pas? Et ça, je ne savais pas. Il me l'explique dans la lettre. J'avais 32 ans. Donc, je découvre. Wow. Alors, je découvre que mon père n'a pas eu de père. Et en fait, je comprends aussi mon passif, que j'ai porté aussi mon père à travers l'aventure rugbystique, où c'est pas grave, je suis grand, je suis fort, papa, je vais te porter. À ce moment-là, c'était lui le grand et c'était moi le petit, sauf que j'ai joué des rôles trop grands pour moi. Et c'est comme ça que je comprends à travers les lettres qui je suis véritablement, les bagages que j'ai apportés et ceux qu'il faut que je pose parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Et le fait de m'en libérer, aujourd'hui, pour mes fils, je me suis libéré de certains bagages, et de la plupart, et je me sens quand même beaucoup plus léger par rapport à eux. Mais il faut aussi que je me libère d'une éducation judéo-chrétienne, aussi, la culpabilité d'incarner son corps, de faire l'amour, tu vois, d'être vraiment incarné, épanoui aussi dans sa sexualité, d'avoir tout ça aussi derrière, pour que eux aussi derrière puissent ressentir que leur père est épanoui physiquement, mentalement, spirituellement. Et c'est toutes nos évolutions en tant qu'hommes en devenir qui vont amener aussi nos enfants à s'aimer les uns les autres et à avancer plus en conscience de ce qu'ils sont. Et le problème, c'est qu'on a mis complètement la spiritualité, la religiosité, cachée derrière une religiosité, tout ce côté, je dirais, psychologique et mental qui est hyper important. La connaissance de soi, elle permet certes de remettre en question un système, mais d'en créer un autre. Aujourd'hui, on doit créer un autre système. On voit bien que l'écologie, on est dans la merde, on voit bien que l'environnement, on est dans la merde, mais on en est responsable de ça. Sauf que ce voyage-là, il doit t'amener justement à respecter la nature, à te respecter en tant qu'être humain. Je pense que le voyage, il te l'amène forcément à ce respect-là, mais comme on disait, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas encore assez avancés sur ce chemin et qui ne le voient même pas. Comme toi, tu ne voyais pas que tu étais dans le paraître. Je pense que les gens qui sont contre aujourd'hui, qui ne croient pas en l'écologie, etc. J'ai mon voisin, on essaie de mettre un compost en ce moment. Mon voisin, il me dit non, mais moi, l'écologie, j'y crois pas. Ce qu'on nous raconte, c'est de la merde. Et je suis là, mais putain. Et en fait, comme il n'a pas les clés en lui, un peu comme tu disais tout à l'heure, Fabien Galtier, en fait, il n'est pas capable, il n'a pas les outils de prendre conscience de ça et de voir qu'on est dans la merde. En fait. On peut le comprendre. On peut comprendre que ces gens sont dans une forme de déni. Mm-hmm. Tu sais, c'est les phases de deuil, ce sont les phases de changement. Quand tu perds quelqu'un, quand tu perds une partie de toi-même, tu passes par certaines phases. Tu as le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et la résilience. Donc imagine une courbe. Le déni, tu descends, tu as la colère, t'en veux à la tête. Donc le déni, c'est non, mais je suis pas responsable de ce qui se passe dans la vie des autres. Je suis pas responsable de ce qui se passe dans l'environnement. Moi, je fais mon petit truc, mon petit machin. La colère, c'est ah ben ouais, c'est de la faute des usines, c'est de la faute des avions, c'est de la faute des politiques, c'est de la faute des médias qui nous balancent sur de la merde. Et puis, tu descends la courbe, tu as la tristesse. La tristesse te rend compte que t'es pas victime d'un système, mais en fait que t'en es co-responsable. Hop, accepte de changer, t'acceptes de te responsabiliser, de voir que t'as ta part de responsabilité, balance pas ton mégot par terre, trie tes déchets, arrête de bouffer de la merde, des trucs avec des pesticides, remets en question ce système-là. Et la résilience, bah ouais, tu vas voir en fait qu'on peut créer le renouveau, mais c'est ensemble. Le faire seul, on peut le faire tous dans notre coin, c'est génial, mais il faut arriver à fédérer toutes ces forces vives et de pas s'arrêter avec ceux qui ont peur justement du changement. Parce que celui de ton voisin, en fait, il est dans le déni. C'est un déni, ah ouais, mais ça va me demander des efforts. Ça va me demander de me sortir de mon petit canapé, de mon petit quotidien. Je préfère foutre sur mes gamins et je préfère foutre sur ma femme plutôt que de dire, ah ouais, mais faut peut-être pas que je lève la main sur... Je vais très loin, c'est peut-être pas ce que fait ton voisin. Hein. Mais regarde déjà, arrête de dégueuler dans la gamelle des autres, sur Twitter, sur les réseaux sociaux ou au quotidien en descendant dans la rue. Déjà, change déjà chez toi, dans l'éducation de tes gamins. Apprends-leur l'amour. Apprends ce que c'est que l'amour. Apprends le respect de la nature. Apprends tout ça. Mais comme on a été dans une course au matérialisme, à toujours se remplir de l'extérieur, va déjà te remplir de toi-même. Et il faut arriver aussi à se connecter à soi pour pouvoir se connecter à la terre. Et je comprends ton voisin. C'est le déni. Tu restes dans un truc où, mais moi, depuis tout petit, on m'a appris ça. Pourquoi j'irais changer ? Ben, il va falloir changer, mon petit père, parce que en fait, le monde évolue et que le train, il est en train de passer. Et si tu montes pas dedans, ben, tu vas vite. Parce que le monde change, le monde bouge. Il y a une génération qui arrive et qui nous pousse au cul aussi. Parce que je suis presque vieux, moi, bientôt 40 ans, mais moi j'ai envie de prendre le train en marche et de me dire que je suis aussi responsable de ce qui se passe dans le monde. Alors parlons d'amour, parlons d'amitié, parlons de l'environnement, bien sûr, mais n'allons pas écouter ces Trump qui te balancent une réussite humaine à travers l'argent, la gloire, la notoriété. C'est de la branlette, moi je l'ai vécu à 20 ans, c'est de la branlette.
Aujourd'hui, on nous balance ça comme réussite. La réussite, c'est d'être un bon mec avec ta femme, avec tes gosses si t'es hétéro, d'être une bonne mère si avec ta femme si t'es homo et quand bien même, et d'élever tes gamins, et de t'élever aussi spirituellement, et de te tourner vers les autres, et qu'on se tire les uns les autres vers le haut, en fait. Et c'est ce que le rugby m'a appris, en fait. C'est quand t'as 20 ans, c'est un Christophe Dominici qui me tirait vers le haut. Ben maintenant, j'en ai 40. C'est à moi d'aider aussi la nouvelle génération, leur dire, nous, on a confiance en vous. Il faut que vous nous électrocutiez un peu la gueule, parce qu'on a besoin aussi d'être mis en question sur nos croyances. Je te parle d'une éducation judéo-chrétienne que j'ai eue dans les années 80. J'ai pas envie de donner la même à mes gamins. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'on leur avait donné. Moi, je vais faire différemment. Je les remets en question, oui, parce que c'était un système et ça fonctionnait dans les années 80. Mais le système des années 80 et cette éducation-là, on ne peut plus avoir la même aujourd'hui. Donc, il faut se révolutionner. Et la révolution, c'est pas en descendant dans la rue. La révolution, aujourd'hui, elle est spirituelle, elle est environnementale, elle est dans nos prises de position en tant que responsables. On a entendu la colère des Gilets jaunes. Maintenant, il faut essayer de comprendre que ce système politique n'a rien de démocratique. Il y a ça aussi, je vais dire, il y a un moment où il faut mettre des gens compétents aussi au pouvoir. Tu as le pouvoir égoïste et tu as le pouvoir, c'est la capacité d'eux. Et pour ça, il faut des gens compétents. On se rend bien compte qu'on est dans un système qui élève l'élite et qui défonce la masse. Bon, on va diffuser ce podcast en masse. Mais génial. Mais tu sais quoi non, mais au-delà du côté sociétal, dans le rugby, il se passe pareil. On est en train de mettre sur un piédestal le rugby élite, le top 14 et la Pro D2, et en fait, on oublie le rugby de masse. Et le rugby de masse, qu'est-ce qu'on lui a offert? Qu'est-ce que Bernard Laporte a offert au rugby de masse? Un plasma et un abonnement Canal+ pour regarder les matchs le dimanche. Sauf que le dimanche, c'est réservé au rugby amateur. On vous vend du pain et des jeux. Rendez-vous bien compte qu'on est en train de vous vendre du pain et des jeux pour vous éviter de penser par vous-même. Parce que si vous arrivez à penser par vous-même, vous créez un autre système. Et aux États-Unis, ils sont en train de le comprendre. Et j'hésite, moi, un jour, de faire l'affaire de la politique parce que il y a un moment où je suis apolitique, mais moi, c'est pas le pouvoir au peuple. C'est d'aller chercher des gens compétents, des économistes, des gens de l'environnement, pour remettre en question l'éducation aussi qu'on a depuis tout petit. L'éducation patriarcale où il faut être le premier une fois de plus. Et ça gangrène les esprits. Alors apprendre la méditation, apprendre par l'erreur, apprendre par la conscience, apprendre le dessin, apprendre le sport, apprendre le côté artistique aussi, qui est en toi, ta sensibilité. Mais non, on te garde dans un truc où ben voilà, tu vas apprendre à trouver du boulot, à ci, à ça. Ouais, ça, c'est un sacré challenge. Je sais pas si tu as entendu le discours de Nicolas Hulot là, il y a quelques mois, peut-être un an maintenant, qui lui était un peu là-dedans, quoi. Ouais, désabusé. En fait, il pouvait rien faire. Il a démissionné parce qu'il était au milieu de gens qui ne le comprenaient pas. Et tu vois, c'est une grosse mission, quoi, d'essayer de changer ça. Il faut du courage aujourd'hui pour remettre en question les lobbies. Il faut du courage pour remettre en question les présidents de clubs de top 14 qui sont aujourd'hui les stars du rugby. Alors que non, la star, c'est l'équipe. Les stars sont les joueurs, mais dans leur entité profonde. C'est-à-dire que les joueurs, aujourd'hui, on ne l'entend pas. C'est un mec qui va prendre ses 15-20 000 balles par mois et on ne l'entend pas. Alors qu'il a des choses à dire, le joueur. Mais il se dit que la gamelle est bonne et aussi, je vais fermer ma gueule parce qu'à tout moment, je peux être mis en question par au-dessus et me faire virer. Donc je ferme ma gueule et je bouffe. Il y a un moment où non. Quand tu fais 35 matchs par an, c'est pas possible. Voilà, mais ça rejoint, le sport rejoint ce qui se passe de manière sociétale. C'est clair. Et puis ouais. Ça me fait penser à nous à Lyon, on a deux équipes, non, on n'en a qu'une. En basket, c'est l'Asvel. Et en fait, à l'Asvel, il y a de l'argent, il y a des grosses individualités. Ils gagnent, ils sont premiers du championnat. Mais d'ailleurs, s'ils m'écoutent, désolé, mais le jeu n'est pas beau. En fait, on se fait chier quand on va les voir jouer. Pardon. En tout cas, moi, je me fais chier. Et là, je suis allé voir les finales du championnat de France féminines. Et en fait, il y a une polémique en ce moment dans le basket parce qu'il y a un présentateur qui a dit que les filles n'étaient pas spectaculaires, tout le monde s'en foutait, etc. Il bossait, en plus, ça c'était, tu vois, mais de l'humour caricatural. Je connais le mec. Okay. Il est, voilà. Horrible. Putain, j'ai regardé l'extrait, je me suis dit, mais qui est ce con? Et en fait, du coup, je suis allé voir avec cette petite pensée en tête les filles jouer la finale et c'était trop bien. Et il y avait quelque chose de supérieur à l'individualité de chaque joueuse. Tu vois, une énergie qui ressortait, elles ont gagné. Et en fait, c'était beaucoup plus émouvant que ces mecs qui jouent un peu tous pour leur stats, etc., pour signer un gros contrat l'année prochaine, quoi. Mais tu vois, l'équipe de France de rugby masculine aujourd'hui doit s'inspirer de ce que fait l'équipe de France féminine. Il y a un don de soi, il y a une sensibilité aussi de féminine dont le rugby doit s'inspirer aujourd'hui. La femme n'est pas l'avenir de l'homme, elle est le présent, en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'on l'a tellement mis de côté qu'aujourd'hui, elle est en colère. Je vais aller loin dans la réflexion, mais... Je vois tout ce qui est en train de ressortir de la colère qu'ont les femmes, colère absolument légitime aujourd'hui. Hein. Je vais loin dans la réflexion, mais aujourd'hui, personnellement, à 38 ans, je suis héritier de 2000 années de patriarcat. C'est-à-dire que je dois me remettre en question sur ce qu'on m'a vendu en tant qu'homme.
C'est la femme à la maison. Et pourtant, je ne l'ai pas vécu parce que mon père faisait à manger, faisait le ménage. Enfin, les tâches étaient très bien réparties. Donc, j'ai même pas cet exemple-là. Mais c'est imprégné aussi en nous en tant qu'hommes que depuis 2000 ans, on est au-dessus des femmes. Plus fort physiquement. Tu vois, il y a tous ces clichés du genre humain qu'on nous a vendus. Et qu'aujourd'hui, les femmes arrivent avec cette énorme colère tout à fait légitime de toucher moins, que le sport féminin soit moins représenté aussi en France, et qu'aujourd'hui on doit leur laisser une place légitime à nos côtés, et on doit prendre notre place aussi à leur côté, sur un pied d'égalité, avec nos différences. Arrêtons de se dire on n'est pas similaires, on est complètement différents les hommes des femmes, mais on est complémentaires, et on peut travailler sur cette complémentarité si nous, hommes, on travaille sur la remise en question de ce qu'on nous a vendu pendant 2000 années de patriarcat. Pourquoi je te raconte ça ? C'est qu'en fait aujourd'hui, moi je considère que je suis quelqu'un de responsable, j'apprends à devenir responsable avec mes gamins, et aussi avec ma femme. Quand je parle de responsabilité, c'est de dire, putain, j'ai 2000 années d'héritage patriarcal qu'il faut que je remette en question pour accompagner ma femme sur son chemin de femme en devenir, et pour qu'elle m'accompagne aussi en tant qu'homme aussi en devenir, sans rester dans ces clichés-là. Donc ça demande une bonne communication, ça demande aussi d'arriver à passer au-delà des clichés. En fait, moi, pour ma femme, je suis un épiphénomène, et pour elle, je suis un épiphénomène. C'est-à-dire que je représente le masculin qu'elle a en elle depuis 2000 ans, et elle représente le féminin que j'ai en moi depuis 2000 ans. C'est quelle image je me fais de la femme, et quelle image elle se fait de l'homme. Et après, comment on avance tous les deux en conscience sur nos chemins de vie, en tant qu'homme et en tant que femme. Moi, j'ai une sensibilité, j'ai plus envie de la mettre de côté. Et ma femme, parfois, elle me dit « Oh, parfois, t'es trop sensible. » Ouais, mais j'ai envie de me l'accorder, tu vois. C'est pas de la sensibilité, j'ai envie de me l'accorder. Parfois, ma femme, elle est peut-être un petit peu trop masculine. Et voilà, et on se le dit. C'est-à-dire qu'on se dit les choses et on essaye d'avancer aussi en conscience dans nos remises en question pour éviter d'être toujours en colère par rapport à l'autre. Donc, ce que je dis, moi, aux femmes aujourd'hui, c'est que, mesdames, j'entends votre colère, mais je n'en suis pas responsable. Par contre, si on veut rentrer dans un climat de confiance et de conscience, il faut qu'on apprenne à se parler les uns les autres, à comprendre ce que chacun a vécu dans son passé, d'homme et de femme. Je vais très très loin, mais ça rejoint ce que tu dis sur le sport. Le sport, il est à l'image de la société, c'est que les femmes, elles représentent cette sensibilité, cette créativité que les hommes ont perdue, parce que le sport est en train de devenir un peu chiant. En tout cas, le rugby, le sport masculin est en train de devenir chiant, alors que les femmes sont en train d'apporter ce renouveau qui est génial. Et puis, cette insouciance, qui n'est pas du tout péjorative sortie de ma bouche, mais ce côté créatif, quoi. En fait, la femme, elle donne la vie, et nous, on est là avec nos petits phallus à se balader, à dire, à se battre les uns les autres. Mais il faut se créer soi-même, en fait. Il faut renaître à soi-même, nous, les hommes. Les femmes donnent la vie, elles créent. Nous, il faut qu'on arrive à se créer en tant qu'hommes pour leur laisser leur place légitime à nos côtés et prendre notre place à leur côté. Je vais très très loin, mais je le pense vraiment, et j'étudie la virilité. J'ai quelques bouquins que je suis en train de lire sur la virilité, et j'ai besoin de casser ce cliché parce que j'ai pas envie que mes gamins deviennent des caricatures comme je l'étais à 20 ans, quoi. C'est pas possible. Tu nous partages ces petits bouquins ? C'est en 3 tomes, la virilité. Je lis le 3e tome de la virilité. On peut mettre des liens sur ton podcast, on pourrait peut-être mettre des liens en dessous de bouquins. On mettra. Il y a quelques bouquins que je pourrais partager, je te retrouverai justement les noms, et je pense que la couverture, c'est Clint Eastwood ou John Wayne avec un flingue. D'accord. Ouais, ça pose les bases. On mettra quelques liens avec les lectures que... Là, est-ce que tu as 3 lectures qui te viennent en tête qui ont... Là maintenant tout de suite, ouais. Joseph Campbell, Le héros au milieu d'un visage, qui a inspiré, je pense, les Game of Thrones et autres Seigneur des Anneaux. C'est vraiment le voyage initiatique à travers des prises de conscience, à travers un voyage de héros. Donc c'est Les héros au milieu d'un visage de Joseph Campbell. Apprendre à vivre de Luc Ferry, les 5 grands mouvements philosophiques, moi, qui m'ont éveillé. Derrière, il y a Ainsi parlait Zarathustra, mais alors qui est plus pas un podcast, mais un truc que j'ai écouté sur de Nietzsche. C'est un mec qui a la trentaine et monté en haut d'une montagne pour désacraliser un peu le monde dans lequel il vit, pour redescendre plus humain, je dirais. Mais là, c'est aussi à prendre aussi avec des pincettes parce que ça peut te retourner le cerveau. Le guerrier pacifique de Dan Millman. Ouais. Conversation avec Dieu, les 3 tomes. Denise Donald Walsh. Et puis tellement découvrir la PNL, découvrir l'analyse transactionnelle. Et tous ces outils de coaching le voyage du héros est absolument génial. C'est mythologique, mais on a tous ça en nous et tout ça en nous. Ouais. On mettra ces liens dans le podcast, puis c'est cool de voir qu'on a pas de lecture commune, du coup. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'on est là tous les deux aujourd'hui. Ouais, sûrement. Bon, on va finir par un petit comment dire, coup de pub, parce que là, tu disais que... Bah non, tu me l'as dit en off, t'as pas encore annoncé que t'as un spectacle qui est bientôt...
C'est mon rêve de gosse. Je l'ai promis à ma mère avant qu'elle parte. Et je me le suis promis à moi-même. Je monte sur scène normalement en janvier 2020 et aujourd'hui on doit aller chercher en sponsoring 300 000 euros. 300 000 euros qui vont financer la location du théâtre, qui vont financer 10 petites vidéos promo d'1 minute, qui vont financer la réalisation de ces vidéos, qui vont financer les affiches, qui vont financer une tournée dans tous les clubs professionnels de Top 14 et de Pro D2 aussi, avec ce spectacle pour aussi sensibiliser, prévenir, raconter une histoire un peu caricaturale, mais qui montre à la fois aux joueurs, on veut aussi le développer aussi pour les femmes des joueurs, pour les jeunes aussi du centre de formation de tous les clubs professionnels et pour les féminines aussi, parce qu'aujourd'hui tout club professionnel a une équipe féminine, et aussi et pour le staff et pour les bureaux, parce que l'équipe n'est pas que les 35 mecs, mais c'est tous ces gens autour, et quelques sponsors et aussi quelques supporters. Donc on a envie de faire cette tournée, en tout cas avec mon producteur qui s'appelle Philippe Fournery, et avec qui je travaille. J'ai une boîte de prod. En fait, j'ai toutes les compétences, sauf la compétence argent. Donc comment t'aides concrètement? Il y a une cagnotte? Non, je cherche des sponsors. Soit il y a un gros sponsor à 300 000, soit on va partir sur 5 sponsors à 60 000. Et du comment on dit en français? Du financement participatif? Alors ça, je l'ai testé sur un documentaire que je voulais faire en 2014 quand je sortais de mon burn-out. Ça s'appelait Les héros meurent jeunes. Et on n'a pas réussi à regrouper tout l'argent. Donc aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de claques dans la gueule entre 2014 et 2018 sur la recherche de producteurs, la recherche de financement. Là, j'ai un producteur, on a mis en place une stratégie, on va aller chercher des gros sponsors qui vont s'y retrouver dans mon histoire, surtout. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on me donne 300 000 et qu'on me dise « Ouais, mais je veux pas que tu parles de ça ». Donc tu me sponsorises, mais en fait tu achètes une œuvre d'art humaine qui est certes la mienne, mon histoire, mais qui est aussi avec un mec au marketing qui est tout aussi important que le mec à la communication, qui est tout aussi important que la personne, la femme qui va s'occuper d'être attachée de presse. J'ai une équipe géniale absolument autour de moi et avec moi, donc l'idée c'est que chacun soit rémunéré, qu'on puisse en bouffer et qu'on puisse être sur scène avec un vrai chef-d'œuvre humain. Avec une mise en scène et tout ça, donc c'est soit un gros sponsor, soit dans ta région ce serait GL Event, mais je suis assez optimiste là-dessus. En fait, je pense qu'il y a plus grand chose qui me fait peur, en tout cas sur ce genre de projet, et sur cette recherche de financement. Déjà moi mon frigo est plein, j'ai un toit, ma femme va bien, mes gamins vont bien, donc déjà au quotidien ça va. Mais j'ai ce projet-là qui me tient les couilles, le cœur et l'âme, et j'irai au bout quoi qu'il arrive. Et le plus dur est derrière moi, je pense. Ok. Et donc moi, si je veux t'aider, j'ai pas 60 000 euros à donner, je diffuse le podcast, j'en parle, je fais quoi? Ouais, et puis on fait tourner ça, mais même au-delà de ça, je suis sur mon chemin, donc on a une stratégie, on a quelques contacts plutôt chouettes avec des gros sponsors, avec de l'institutionnel, donc on va aller le chercher. Okay. L'idée du podcast là, c'est plus de diffuser pour un partage d'expérience. Bien sûr. Mais pour ce projet-là. Non, les gens qui nous écoutent sont au courant qu'un jour ou l'autre, ils pourront me croiser sur scène et aussi à la fin, parce que j'aimerais bien, quand le rideau tombe, relever le rideau, me poser avec une chaise et faire tourner un micro et qu'on ait une petite demi-heure de partage au-delà de l'heure et demie partagée sur scène sur mon monologue. Ouais. Parce qu'ils ils m'auront donné la possibilité de m'exprimer, et l'idée dans la notion de partage, c'est que l'écoute est déjà superbe, mais que moi je puisse aussi entendre ce qu'ils ont à me dire et les questions qui peuvent se poser. Si j'ai les réponses, tant mieux. Si je les ai pas, je leur dirai. Mais tu vois, cette notion de partage sur 2 heures, ça peut être chouette. Donc ça existera un jour ou l'autre. Donc messieurs, mesdames, welcome. Génial. Et puis en plus, tu viendras à Lyon. Si tu veux la tournée des clubs, tu viendras au Loup. Donc on sera là. Et je suis en discussion avec Pierre Mignoni là depuis quelques jours. Parfait. Voilà. Et à bientôt à Lyon. Et puis en tout cas, merci à tous ceux qui ont écouté, merci à ceux qui partageront, qui font écouter à leurs potes. C'est vraiment gentil. Et puis je vous dis à bientôt moi de mon côté. Et puis Raphaël, à bientôt sur Eurosport aussi. Sur Eurosport et ailleurs. À bientôt Étienne, et merci de m'avoir donné la parole. C'était un très bon moment. À très bientôt à toutes et à tous, et bon voyage. Salut. Merci. Ciao.